Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de faire cette vidéo? Putain. Pourquoi vous m'avez demandé cette vidéo? Alors attends, je peux reprendre. Tu sais ce que tu vas raconter en vidéo? Franchement non. T'as les chiffres de la maison ou pas? Je viens de les regarder juste là. T'as rien mis? Vas-y, dernier coup et on démarre, hein, ils attendent. Allez. On y va, on arrive. Hop! On en a pas une de bonne en vidéo. Les amis, je vous présente, alors communauté Chris, la communauté. Enchanté. Voilà, enchanté. Bonjour la communauté. D'ailleurs, il était derrière la vidéo en 2019. C'est vrai. Enfin, il était derrière l'écran à ta place en 2019. Ouais, mais même tous les mardis quand tu sors une vidéo. Ouais, c'est ça. On va t'expliquer tout ça. Bien, Chris, c'est un très bon pote à moi maintenant. On est ici à Bali. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît. C'était un participant de formation au début. Et il a fait ce projet immobilier dans lequel on est, que je t'ai posté sur Instagram il n'y a pas longtemps. On a mis un réel. On a commencé à parler chiffres et là, vous étiez comme des dingues. Et du coup, beaucoup m'ont demandé est-ce qu'on pourrait faire une vidéo YouTube de Chris. T'es super content de faire une vidéo YouTube? Ouais, mais je suis ultra à l'aise. Ouais, ça se voit, t'inquiète, tu vas oublier dans 5 minutes, oublie la cam. Donc on va te faire une vidéo de sa maison, mais aussi on va te faire une vidéo de lui, parce qu'il a un parcours qui est atypique, et dans lequel, à mon avis, beaucoup allaient pouvoir vous reconnaître, parce qu'il habitait à Paris il y a encore quelques années. Maintenant, il vit à Bali la moitié de l'année, avec sa femme, avec ses enfants. Il a fait plusieurs investissements IMO ici, et il vit complètement de ses investissements. Donc, on va aller faire le tour de cette maison, on va faire le tour un peu de ta vie. Et il y en a des trucs à voir. Ouais. Ouais, on va rigoler. C'est quoi, elle est plus longue que la tienne en plus. Ma vie. J'ai pas dit ton âge encore. Je le dirai après. T'aimes beaucoup on a dit on tape pas sur l'âge aujourd'hui. Je ne taperai pas sur l'âge aujourd'hui. Bref, on va aller peut-être faire une petite séance de sport. Enfin bref, on va passer une journée tranquille à Bali et on va aller te montrer ses investissements. Avant de faire la visite de cette maison, qu'on va te garder pour la fin, parce que c'est le meilleur, on va démarrer par toi. Ça va être le meilleur moment. On va aller se poser dans la maison et tu vas nous raconter ta vie. Ok. Tout. Ok. Depuis le début. Ouais. Ok. Tout le début. Ouais, le début. Ok. On démarre? Allez, go. C'est parti. Bonjour Chris et bienvenue sur mon divan. Enfin, votre divan. Tu veux vraiment pas qu'on les nique tout ça, vraiment. Mais toi, il t'attaque pas, mais moi je te jure. Bon, après nos nombreuses conneries dans cette vidéo, on va enfin pouvoir la démarrer. Je pense qu'elle va être très longue. Elle va être très longue. Elle va nous ressembler aussi la vidéo, elle va partir un peu dans tous les sens. Donc, Chris. Chris. Ouais, Chris, aujourd'hui, tu es donc milliardaire. Tu vis pas à Dubaï, non. mais on peut dire qu'en 3 ans, tu es passé de 0 à milliardaire. Bali, c'est pas les mêmes milliardaires que Dubaï. 2,5 milliards de patrimoine aujourd'hui, en roupies indonésiennes. On a fait les calculs. Il y a un petit taux de change. Il y a un petit taux de change, ouais. 17 000 à peu près. Donc, alors Chris a démarré. Tiens, raconte-nous comment tu as démarré déjà l'immobilier. Comment tu as démarré, parce que je sais qu'on en a discuté entre nous, ce changement de vision de je fais les choses comme il faut en France, de la même manière que tout le monde, et à un moment donné, j'ai envie de m'émanciper et de penser complètement différemment. À quel moment ça s'est passé ça? Bah, tu sais quoi, en fait, j'ai découvert tes vidéos, je crois que c'était 2019. Et à un moment donné, dans une de tes vidéos, tu as dit celui qui achète de l'immobilier en résidence principale, il n'a pas compris comment ça marche. Et j'étais dans mon appart. J'ai pas été plus violent que ça? Ouais, je le dis à la cool, mais tu vois, j'étais dans mon appart en résidence principale. Mais ensuite, finalement, c'est très bien quand même fini, dans le sens où moi, j'ai fait une super plus-value sur cet appart. J'avais fini les travaux moi-même, on a fait un truc vraiment ultra quali. Je l'avais acheté énormément en dessous du prix du marché et je l'ai revendu vraiment en haut de la vague. Et au-dessus du prix des marchés, donc j'ai fait une très très belle plus-value. Et comment t'es tombé, alors que ce soit mes vidéos ou je sais que tu regardais d'autres choses à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a donné envie à ce moment-là de regarder ça? Enfin, c'est à force de voir tous ces mecs comme toi là qui sont au soleil, tu vois, genre en mode et toi t'es là, il pleut et il fait froid et t'augmentes le chauffage parce que t'as trop froid. Donc c'est ça en fait, au bout d'un moment je me suis dit putain mais il y a des gens en fait qui ont cette vie-là et qui arrivent à la vivre, on va dire, tout en gagnant de l'argent. Enfin, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Je me dis en fait, il y a un truc que j'ai mal capté, quoi. Et toi, ton parcours jusque-là, c'était quoi? T'as fait des études, t'as bossé dans quoi et tu faisais quoi à ce moment-là? Ouais, moi j'ai fait un bac plus 5. En fait, clairement, très longtemps, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Enfin, vraiment, ça a duré assez tard. Même pendant mes études, j'ai fait des années de césure où je partais à l'étranger. Et quand j'ai fini mes études, alors que j'avais un bac plus 5, là en fait, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas rentrer salarié dans une boîte, ça me correspond pas. T'as essayé d'être salarié déjà? Ouais. Ouais. Dans quoi? Quand j'étais stagiaire, déjà rien que là, à ce moment donné, je me disais c'est pas possible, je peux pas avoir un patron,
Il était cool pourtant mon patron, il était super sympa, mais ça me plaisait pas, tu vois, je voulais que ce soit mes idées, je voulais implanter mes idées. Ce qu'on a dit hier soir au resto, le non manageable. Voilà, le fameux, ouais, très bon élément. Il avait fait un rapport, je crois, c'est au stage. C'est ça, au stage. On en a parlé hier soir, il avait fait un rapport sur lui en disant bon élément, blablabla, mais non manageable. Ouais. Et non manageable, c'est vraiment le souvenir que j'ai eu quand j'ai commencé à bosser aussi de... T'as déjà un petit truc d'entrepreneur quand t'es pas manageable, tu vois. Ouais, voilà. Et c'est dans quoi ça, quel domaine? Dans la formation pro dans les sociétés, en fait, on implantait des logiciels pour leur apprendre à mieux écrire, l'orthographe, la conjugaison. Oh, il avait développé un bon petit logiciel. Hein. Ça l'a marqué. Ouais, bon, c'est il y a longtemps. Franchement, je me rappelle plus trop. Ouais, on n'a pas encore dit ton âge, on le dira plus tard. Et ensuite, deuxième fois, hein, ouais, non mais la troisième, ça va taper dedans direct là. J'ai eu mon bac plus 5 et en fait là, je voyais tous mes potes partir dans des belles boîtes, dans des machins. Et en fait, moi, je me suis dit non mais je ne peux pas faire ça. Et du coup, j'ai craqué. Je me suis dit bah tiens, je repars en Australie. Je suis reparti en Australie, j'ai kiffé. Et quand je suis revenu, après, j'ai enchaîné avec des saisons d'hiver et d'été entre Val d'Isère et la côte ouest en France. Okay. Et là, c'était mes meilleures années. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, la vie que j'ai de 6 mois, elle vient de ce moment-là en fait. C'est quand je faisais ces fameux 6 mois où je trouvais que mon année, elle était tellement riche, de rencontrer tellement de gens, de vivre pendant 6 mois à fond dans un endroit et ensuite 6 mois à fond dans un autre. Et entre les deux, faire en plus un petit voyage à chaque fois. C'est là que j'ai eu les meilleurs souvenirs en fait. Quand je me suis, après j'étais marié avec mes enfants et je me suis dit en fait on peut refaire ça en fait, on peut refaire ce rythme de 6 mois. Donc j'avais quand même déjà en tête. 6 mois, tu étais comme un saisonnier, tu saisonnier, tout ton argent. Parce qu'en général les saisonniers ils gagnent la journée, le soir ils le dépensent. Tu vois. Déjà je gagnais pas grand chose, mais t'étais logé, j'arrivais à mettre de côté, même mine de rien j'arrivais à mettre de côté. Ouais. Donc t'avais déjà un profil un peu j'ai envie d'investir épargnant ou pas du tout Franchement, même encore à ce moment-là, non, je connaissais même pas tout ça. Okay. C'est vrai, c'est vraiment les connaissances, je les ai acquis super tard, quoi. Ça me déprime encore d'y repenser, quoi, mais c'est vrai. Hein. Pourquoi j'avais fait des saisons? Moi, à la base, j'étais passionné de sport extrême, de surf, de ski, tout ça. Et en fait, je voulais monter un bar sur le thème sur le thème du surf, sur le thème de la glisse en général, mais je voulais le monter sur Paris. Parce que comme j'ai vécu à Paris, pendant toutes mes études, je savais que quand j'étais à Paris, ça me manquait de ne pas aller rider, de ne pas aller surfer, tout ça. Et en fait, ça me manquait de ne pas baigner dans cet univers. Tu vois. Je me suis dit, à chaque fois, je cherchais, quand je faisais mon anniversaire, je cherchais un endroit qui me correspondait. Tu vois. Et je cherchais ce genre de bar, il n'y en avait pas. Ou alors, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que j'avais eu cette idée de me dire, en fait, j'en créerais un. Tu vois. Je créerais un bar sur le thème du surf. Parce que si moi, j'ai le besoin, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont le besoin aussi. Et les gens, je me rappelle encore des banquiers qui me disaient « Non mais attendez, c'est un bar de surf à Paris, non mais il n'y a pas de vagues ici. » Je dis « Oui, il n'y a pas de vagues, mais il y a des surfeurs. » Et en soi, quand tu parles avec des mecs qui tiennent le magazine genre Surf Session, qui est un gros magazine, ils te disent en fait, nous, 30% de notre lectorat, il est à Paris en fait. Donc, ce qui est énorme. Ouais. Et encore, je crois que 30%, je me gourre, ça se trouve, c'est plus, tu vois. Peut-être c'est pas même 2 tiers en fait. C'est un truc énorme en fait. Pour eux, enfin peut-être pas 2 tiers, mais on va dire, je crois que c'est 30%, ils m'avaient dit. On va pas dire de bêtises sur les chiffres. Donc quand même, tu vois, et en fait, finalement, quand j'ai ouvert ce bar... Ça, c'était quand que tu l'as ouvert? Je l'ai ouvert en 2015. 2015, tu ouvres ton bar. 2020, c'est le moment où on se rencontre. Ouais, 2020. Juste après à son bar, justement, parce qu'en fait, c'était un participant de formation. Donc 2019, tu as commencé à regarder mes vidéos? Ouais, c'est ça. Ouais, donc peut-être de fin 2019, début 2020, il a dû faire ma formation. 2020, on a le Covid. On organise un événement avec des participants, on cherchait un lieu dans Paris, on cherchait un lieu qui était cool, qui me ressemblait aussi, c'est-à-dire à ce moment-là, je faisais du surf, je faisais du kite, j'étais à Bali, donc on voulait un endroit comme ça. Et la preuve qu'il y a la demande, parce que nous aussi, on avait la demande. C'est ça. Et on avait privatisé le lieu, et c'était dingue, on avait passé une super soirée. Et c'est là que j'ai connu Chris, qu'on a commencé à discuter, et après qu'on s'est revus à Bali. Et l'expérience du bar, comment tu l'as vécu là pendant quelques années? Première fois que tu étais entrepreneur, tu voulais être entrepreneur avant ou pas forcément? Si, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai capté assez tôt que j'allais pas pouvoir être salarié, c'était pas mon truc. C'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai fait des études un peu longues, j'ai traîné le truc. Ça me dérangeait pas d'être salarié pendant ma jeunesse, tu vois, de travailler dans un resto, dans un bar, dans un magasin, dans ce genre de choses, faire ce genre d'expérience. C'est même très intéressant de le faire. Tu rencontres des mecs qui ont des patrons qui ont plus d'expérience que toi et tu apprends un peu d'eux. C'est bien de le faire. Je pense une partie de sa vie, ça peut être intéressant. Mais sur du long terme, non, c'était pas possible. Mais toi, tu es arrivé dans mon resto que j'avais monté ensuite sur les quais à Paris. C'était le deuxième? T'en avais fait un premier, d'accord. En fait, le premier, c'était un plus petit qui était dans le 11e à Paris et qui avait bien marché. Et en fait, à ce moment-là,
Il y a eu le Covid et en fait, je l'ai revendu à ce moment-là en fait. Juste après le Covid ou avant? Juste pendant le Covid. Et t'as réussi à bien le vendre? Ouais, bien le vendre. Et en fait, quand tout a réouvert, là, la vente s'est terminée, enfin. Et moi, j'ai récupéré ce bail sur les quais, là, devant le bateau phare. Et Okay. là, on a créé en plus un resto. Là, je me suis associé avec quelqu'un qui avait plus de compétences que moi sur des sujets où je les avais pas. Et là, on a fait un très beau truc. Ouais. Très beau truc. Et pourtant, en très très peu de temps, on a eu, je me rappelle, serrer la main du propriétaire de ce bateau genre début juin, et genre le 10 juin, un truc comme ça. Et le 3 juillet, on ouvrait. Et ça a été ultra intense pendant 4 mois, mais c'est une expérience. Et ça, tu l'as gardé combien de temps? Juste un été en fait. On devait le récupérer ensuite, mais écoute, après, il y a eu toutes ces règles. On va pas rentrer dans le sujet, les passes sanitaires. Justement, on va en parler. Là, on a parlé un peu de ta vie au départ. Ouais. T'as pas de famille entrepreneur, t'as une famille dans l'immobilier. Les entrepreneurs dans ma famille, c'était avant. C'était mon grand-père, mais bon, que j'ai connu. Enfin, quand il est décédé, moi j'avais 20 ans, on n'avait pas vraiment parlé de ça. C'était la famille avant, elle était entrepreneur, mais mes parents, non, on l'était pas. Ouais, ok. Et dans quel état d'esprit sont tes parents? Dans quel état d'esprit t'as grandi? Un état d'esprit actif, il faut faire des choses, il faut entreprendre, etc. Ou un état d'esprit plutôt salarié, plutôt à rester dans les normes? Ouais, voilà, en fait, tu auras un bon travail, tu gagneras bien ta vie. En fait, moi, mes parents, je leur en veux même pas là-dessus, dans le sens où c'était l'époque à être comme ça. Ça marchait très bien, tu commences en bas de l'échelle, c'est ce qu'a fait mon père, il a fini tout en haut. Et donc c'était ça la réussite exceptionnelle à l'époque, c'était ça. Ma mère qui suivait mon père, qui changeait de travail, qui le suivait en fonction des différents postes qu'il obtenait pour à chaque fois augmenter et monter, tu vois. Et ça, l'époque le permettait. Mais aujourd'hui, je trouve que l'époque a changé. Enfin, c'est pas pareil. Mais moi, en tout cas, ça ne m'intéressait pas. Je voulais pas avoir ce schéma-là. Et c'est pour ça que j'étais un peu paumé, parce que j'avais pas grand monde autour de moi qui pouvait m'expliquer tout ça. Ouais, d'un côté, tu avais ta famille, l'idéal de ta famille, en te disant c'est ça qu'il faut faire, mais Ouais. au fond de toi, tu sentais que c'était pas ça Je voulais réussir. Ça, c'est sûr. Je voulais réussir. Je voulais entreprendre des choses. Je voulais faire quelque chose qui fait que je me dis, ah, je suis content, je suis fier de moi, tu vois. Ça aurait pu être dans un boulot de salarié. Certains sont très fiers de ce qu'ils font, tu vois. C'est très bien. Moi, ça ne m'intéressait pas. Comme on dit, hein, c'est soit tu bosses pour tes rêves, soit tu bosses pour les rêves d'un autre, en fait. Donc, j'ai envie plus de bosser pour les miens, quoi. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en France? Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'intense, tu parles de... on va dire. Tu vas le dire comme tu as envie de le dire, mais je pense qu'il y a des milliers de gens qui l'ont vécu à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé le moment où tu étais en France et tu t'es dit maintenant j'arrête tout, j'en ai marre et je me casse à Bali? Mais il y a eu une flopée de règles qui sont arrivées. Alors déjà qu'il y en a beaucoup en France, mais alors là, c'est arrivé, mais en pagaille. Alors c'est arrivé mondialement en plus, hein, mais alors là, ils se sont lâchés, quoi. Ils ont mis tout ce qu'on peut mettre, on le balance, et jusqu'à leur passe sanitaire. Et moi, ça, c'est pas possible. Enfin, on avait une possibilité clairement de repartir, de refaire une belle affaire, sur les quais. On avait des marques qui nous accompagnaient. Mais de demander à des gens qui rentrent dans ton resto, excusez-moi, est-ce que vous avez fait telle chose qu'on vous demande obligatoirement d'avoir faite? Non, genre c'était pas possible. Éthiquement parlant, je ne peux pas. Moi, le surf, c'est la liberté. Je suis comme ça, je suis libre, j'ai envie de voyager et ça rejoint. C'est des valeurs en fait. J'ai pas envie d'y toucher. Et même pour un resto, et même pour des millions en fait, c'est mort. Donc finalement, je suis venu à Bali. Et avant ça, comment tu t'es senti en France quand il y a eu ce pass sanitaire, quand il y a eu toutes ces règles? Parce que toi, tu avais un resto et on connaît les contraintes du resto. D'ailleurs, j'étais à ton resto un soir. Parce que du coup, on s'est connus, Oui, on a fait un événement, on est revenu quelques semaines après. T'étais là, Lolo aussi? Lolo derrière la caméra, il était là aussi. Et je me rappelle, on était là, la musique était pas forte, les flics sont venus et ils ont tout arrêté d'un coup. Tu sais que t'es passé le seul jour. Enfin, attends, j'ai eu de la chance sur cet été quand même, parce que cet endroit-là, il est un peu. Nous, c'était pas l'été, hein, c'était octobre, je crois, début octobre. Non, mais pour moi, c'était la sortie de mon livre, c'était avant que je reparte à Bali, je me rappelle. Ouais, on était sur la fin de la saison, et sincèrement, ils sont pratiquement pas vraiment passés de la saison en fait. Ils passaient tout le temps devant nous. Mais c'est un endroit sur les quais où la police en fait te laisse un peu plus faire ton travail. Et ce qui est un peu horrible parce que du coup tu n'es pas au même niveau que certains autres. Moi quand j'avais mon bar avant dans une rue du 11e, là j'ai pris cher avec la police. C'était très très dur. C'était vraiment, tu sens la politique en place, des gens qui vont se plaindre et la police débarque qui te ferme ton resto, te ferme ton bar pas pour rien parce que ça reste une rue de la soif dans laquelle j'étais. Tu vois, et à des moments on va venir te fermer toi, pas fermer le voisin. Enfin, il y a des trucs incohérents comme ça en fait que j'ai vécu pendant 5 ans. À des moments qui se sont calmés, après à des moments qui repartaient. Enfin, c'était fluctuant. C'était dur, la pression elle était un peu dure.
Sur la fin, ça allait beaucoup mieux. Mais... Donc en fait, ce qui t'a fait partir, le sentiment, tu te rappelles comment tu te sentais au moment où les quais ont fermé, t'étais pas encore parti, t'avais peut-être pas encore l'idée de partir à Bali, mais le moment où t'avais eu vraiment le ras-le-bol de ça, tu te rappelles comment tu te sentais? Je te disais, je voulais pas avoir de boss, tu vois, je voulais pas avoir de patron. Mais là, en fait, finalement, tu te retrouves avec un patron, en fait, qui est les forces de l'ordre, en fait, et qui vont venir appliquer des règles où tu te dis, non, les gars, déconnez. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, ça va trop loin, et je suis pas le seul, en plus, à pas être d'accord, tu vois. Et je me suis dit, ouais, non, trop de règles, je peux pas. Et puis en plus, tu as ces règles-là, et puis après, tu as la fiscalité aussi. C'est un sujet, mine de rien. La fiscalité en France, tu travailles, tu fais un gros chiffre d'affaires, à la fin, tu te dis, attends, il reste que ça, les mecs. Putain, mais pourtant, on a bien travaillé, on a des bons coefs. Ah, et Christophe, oui, vous avez oublié de payer la taxe CAVTE. Putain, c'est laquelle, celle-là? Et ouais, non, c'est peut-être aussi ça, les appels de ma comptable qui me dit mais Christophe, il va falloir payer la TVA, TVS, TVU, TV. Ok, bah payons-la, mais et à la fin, tu te dis, bah ouais, ça fait beaucoup quand même qui part. Et à la fin, tu te dis, bah mince, après tout le travail, parce que sincèrement, sur cette saison-là, d'été, qu'on a faite sur les quais, si je dormais 3-4 heures par nuit, c'était le grand max, quoi. On avait envie d'envoyer du lourd sur cette saison. Je pense qu'après, tu scales et après, tu fais en sorte que ça se passe mieux sur le plus long terme, plus délégué davantage. Et là, on était en mise en place, donc forcément, ça demande du temps. Mais quand même, bon, après, on en a gagné quand même notre vie, il n'y a pas à dire, mais waouh. T'as un associé que tu oublies, c'est l'État. C'est un gros associé, il prend beaucoup. Je sais. Je crois. Donc là, on est fin 2020, début 2021. T'en as marre, t'es à bout, ouais. Tu veux te barrer. T'as déjà en tête Bali ou pas du tout? Ouais, là on est fin de la saison 2020, on est en octobre, quoi. L'été se finit, on ferme le resto. Et ça fait déjà plusieurs mois en fait que je pense à Bali en me disant l'année prochaine j'y vais, tu vois, on y va. J'en ai parlé à ma femme, qui était un peu réticente au départ. Et en fait, là on va fermer le restaurant, on le ferme je crois le 11 octobre. Écoute, j'avais une équipe derrière avec, j'ai mon associé qui m'a beaucoup aidé pour ça. En 2 jours, on a tout fermé. Le 13 octobre, je prenais l'avion et on arrivait là pour un mois de vacances. S'en est suivi le confinement, le deuxième confinement français. Et en fait, nous, on est resté là du coup pendant 8 mois, je crois. Ouais. Donc de 4 semaines, on est resté 8 mois. Et après, on est entre guillemets par partie. On est retourné en France histoire de gérer justement la vente de notre appart, racheter notre maison et revenir ici. Et j'avais. On reviendra après sur parce que ça, je sais que c'est une partie qui intéresse beaucoup de monde. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je sais que des fois, il y en a qui me posent des questions. Oui, mais tu voyages et ta vie et de l'immobilier, mais quand tu as des enfants, etc., c'est pas possible. Je voulais te présenter Chris parce que Chris a femme, 2 enfants qui sont scolarisés ici, qui sont scolarisés aussi en France. Il a trouvé un système, on va dire, où ça convient à lui, sa femme, ses enfants, et ils ont un niveau de vie qui est super équilibré. Et c'est un modèle pour moi qui n'est pas d'enfant, tu vois. Donc ça, je voudrais t'en parler, mais on en parlera plus tard quand on ira dans la première maison. Après, on ira voir une maison qu'il a faite, on verra sa femme, ses enfants, etc. Donc là, tu arrives à Bali, tu as dans l'idée d'investir dans l'immobilier, tu avais un bien en France, tu l'as vendu et tu dis ok, maintenant je commence à investir ici, ou pas du tout, et c'est une fois que tu étais ici sur le tas, tu te rends compte que l'immobilier c'était dingue et tu as voulu investir? C'est plus comme ça en fait. On est arrivé ici et non, je suis en vacances. Là, je me dis, bon vas-y. Tu prends la température, tu vois si ça va plaire. Je prends la température, tranquille, voilà. Et finalement, on reste. À ce moment-là, c'était assez exceptionnel Bali, tous les prix avaient baissé, on a pu se loger dans des villas qui étaient exceptionnelles pour beaucoup moins cher que d'habitude. Et puis après, c'était une année aussi où c'était le bull run crypto. J'étais beaucoup là-dessus à cette époque. Et après, non, j'ai eu une opportunité, effectivement, à ce moment-là, c'était en janvier, donc ça faisait quoi, 3 mois qu'on était là, où je me dis, putain, effectivement, il y a des gens qui font de l'immobilier ici, c'est cool, tu vois. Alors, à ce moment-là, c'était un peu risqué dans le sens où on ne savait pas comment ça allait repartir le monde. Il faut se dire qu'à ce moment-là, le confinement à Bali, moi j'ai passé un confinement à Bali, tout était fermé. Quand je te dis tout, c'est vraiment tout. L'île était vide, voilà. Il y avait 0 touriste, les gens mouraient de faim ici vraiment, parce qu'ils vivent particulièrement du tourisme. Donc c'était compliqué pour les locaux. Ouais, à ce moment-là, en fait, les restaurants ont été ouverts, certains fermaient à 9 h, d'autres fermaient un peu plus tard. Enfin, il y a eu quelques règles comme ça, mais on pouvait vivre quand même assez normalement. Donc ça commençait à repartir, mais on ne savait pas jusqu'à où, jusqu'à quand. Et, tu vois, en fait. Donc bref, là, il y avait quand même des coûts à faire, on va dire, en immobilier. Il y avait des gens, effectivement, comme tu dis, qui manquaient d'argent parce que plus de touristes. Et c'est là que j'ai pu trouver un premier terrain à Nelayan, à Canggu.
où là, en fait, il y avait une vieille maison balinaise. Enfin, une vieille, non, en soi, elle avait été construite il y a 1 an et demi, mais bon, un peu pas dans un état fou. Et j'ai pu récupérer cette villa pour faire une rénovation. Et à ce moment-là, comme je... Villa Mélo? C'est la Villa Mélo, ouais. Celle que tu as... C'est celle, quand je suis venu à Bali, on s'est revu la première fois, c'est là on a commencé à être potes. J'ai loué sa maison pendant un petit moment, qui était très sympa. On va te mettre la vidéo d'ailleurs. Bah tiens, on va la mettre maintenant. Tiens, voilà, hop, on te la lance maintenant. Tac, c'est bon, on a fini Villa Mélo, ok. Donc ça, belle rénovation. Et donc c'est là où tu as mis le premier pied dans l'immobilier, ici à Bali. Voilà. Et là, en fait, tu étais le premier locataire, en plus, sur cette villa. Et ça se voit, il n'y a rien qui fonctionnait. Bordel. Je n'ai même pas payé d'ailleurs. Gratos. Et non, en fait, à ce moment-là, j'étais pote avec un ami qui avait une agence IMO ici et qui se lançait, qui voulait aussi lancer une partie de leur activité dans la promotion immobilière en fait, en tant que maître d'œuvre. Et en fait, du coup, c'est ensemble qu'on a fait cette construction. Moi, ça tombait bien, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de voir comment ça fonctionnait et j'y connaissais rien. Ça faisait 3 mois que je venais d'arriver. Donc, j'avais besoin d'accompagnement à ce moment-là. Aujourd'hui, je fais différemment, mais à ce moment-là, en fait, là, je suis passé avec des... Voilà, ils avaient architectes, ils avaient tout. En fait, ils avaient architectes, des gens qui t'aidaient à acheter les mobiliers, tu choisissais sur des listes. Voilà, je travaillais avec eux sur les plans. C'était super intéressant, j'ai adoré cette période. Mais c'est vrai que je m'occupais beaucoup moins de choses. Ouais. Aujourd'hui, je fais différemment. Et ça, c'est une villa que tu as vendue. Et la deuxième que tu as achetée, c'est celle qu'on va aller voir de suite. Voilà. Ouais. Ouais. Ensuite, je l'ai revendue parce que j'avais besoin de cash. Et il m'en manquait. Donc, j'ai dû la revendre pour pouvoir ensuite racheter aujourd'hui celle dans laquelle on est et celle qu'on va aller voir. On va aller la voir de suite. Ce que je te propose, ce qu'on fait, on va aller voir l'autre villa. C'est la deuxième villa qu'il a faite. Comme ça, au moins, on visite un peu, on bouge un petit peu, ça va être cool. Et après, on se retrouvera encore dans un autre endroit. Et là, on rentrera plus en détail dans l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il a acheté à Bali, comment il a trouvé les deals, comment est-ce qu'il les rénove sur place. C'est lui qui les rénove aussi, qui tient ses artisans sur place. Donc, il m'a parlé un peu indonésien. Tu parles un peu indo d'ailleurs maintenant? Ça aide le chantier. Le bâtiment, ouais. Ouais, ça aide. T'as une bonne motivation pour apprendre. T'es un peu obligé. Donc, on parlera un peu plus chiffres et immobilier juste après. Ok, donc là on est dans ta deuxième maison. C'est celle où j'habite ici. Ouais, celle que tu habites, c'est la deuxième affaire que tu as faite finalement. C'est celle avant Casa Galicia, la grande dans laquelle on était en premier. Ouais. Je vais me mettre à l'ombre, sinon on va cramer. Ouais. Donc c'est la deuxième affaire que tu as faite. Ça, c'est ta résidence principale. Voilà. D'ailleurs, il y a la chambre avec les enfants là ici, c'est pour ça que tu entendras. On parlera après côté famille et tout, ça va intéresser plein de monde. Cette maison, donc tu as 3 chambres. Oui. 3 chambres, c'est une maison que tu as rénovée aussi pareil. On reconnaît le toit typique aussi qu'on a ici à Bali. Ouais, quand je suis arrivé, en fait, ils étaient en train de la construire. C'est-à-dire qu'ils avaient uniquement fait le toit et les murs en béton, mais juste des poteaux. Ok. Donc bon, après, on a changé pas mal de choses. On a réagencé un peu les pièces. Et on a rejoint surtout les 2 maisons, elles étaient un peu séparées, donc c'est un peu bizarre. Ah, t'avais 2 maisons à la base? Non, mais ils avaient fait une première bâtisse et une autre, et c'était un peu séparé. Donc on les a juste rejoints pour pouvoir avoir un grand salon et fermé. Donc là, tu as 3 chambres, surface, tu as combien? 120, 150 mètres carrés? En tout, là, la parcelle, elle doit faire 300 mètres carrés. Ouais. Et du coup, la maison doit faire dans les 150, tu vois, 160. Donc avec tes 2 enfants, tu as une chambre pour les 2 enfants, une chambre d'amis et votre chambre à vous. Ouais. Chacune une suite, chacune a sa salle de bain. C'est ça, voilà. Parce que super. Quand on n'est pas là, tu as un beau salon, tiens, on va aller voir peut-être la chambre d'amis au moins. On ne dérange pas ta chambre à toi si elle est, non, là, tu es propre. Non, de toute façon, tu as la femme de ménage qui passe tous les jours. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu l'avantage de Bali en fait, c'est qu'en qualité de vie, il faut se dire que tout le monde a une femme de ménage. Ouais. Tous ceux qui ont des enfants ont une nanny. Et ce qu'on appelle la maid aussi, c'est l'aide en fait à la maison. Bah nous, en fait, on a pris une personne qui est capable de faire et le ménage et la nounou. Comme ça évite d'avoir plein de monde qui passe à la maison. C'est pas non plus le but d'avoir tout le temps du monde autour. Combien coûte cette personne par mois? Elle coûte 350 €.
C'est bien payé pour ici C'est un bon salaire, ouais. Donc elle est bien, et t'imagines 350 €, puis les charges sociales, c'est pas ce qu'on a en France. Ouais, et puis en plus on compte, voilà, on rajoute aussi, on lui donne des primes, tu sais, ils ont 2 fois, ils ont Galungan dans l'année. Donc cette fois, à ce moment-là, on rajoute un 13e mois en fait. Ouais, c'est pour montrer en fait la qualité de vie que tu as ici. Ici, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour une qualité qui est dingue. Et la qualité, c'est juste d'avoir des personnes qui t'accompagnent. Juste ne serait-ce quand tu as tes enfants, d'avoir une personne qui peut t'aider. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'en discute avec des gens qui ont des enfants. Ouais. D'avoir cette qualité où tu peux arriver à voyager quand tu es ici, tu vois, quand je dis Chris, viens, on va faire du sport, ou viens, on va bouger, ou viens, tu vas faire du surf, ou viens, on va manger au resto. Bah, il peut parce qu'il a une personne à côté qui l'aide et ça, je pense que tu dois vivre ta parentalité un peu différemment. C'est vrai. Alors, la seule chose qui manque, c'est être la famille. C'est vrai que parfois, quand tu as de la famille et que tu as les parents qui sont pas loin aussi, quand tu es en France, ça c'est aussi pratique. Bien sûr. Nous, on n'a pas fait venir les parents ici, mais ça. Donc, on compense avec la nounou, quoi. Tu peux avoir facilement une personne qui te fait à manger, personne qui fait le ménage et donc ça te libère quand même un temps dans ta journée qui est dingue pour faire d'autres choses. Mais là, si tu pars, genre tu habites dans le nord de la France, tu pars dans le sud et tu pars et t'as pas ta famille avec toi et que t'as pas les moyens de te payer une nounou, c'est vrai que la vie elle change. De pas avoir une aide en permanence. C'est un budget énorme chez nous en France. Ah, en France, je sais. Donc là, les salles de bain sont quasiment identiques. Je ferai la présentation, ça c'est plus rapide, j'ai l'habitude et je la connais au moins. Là, tu as des très très grosses hauteurs sous plafond, très belles hauteurs sous plafond. C'est quasiment les mêmes salles de bain, je crois, dans chacune des chambres. Là, on va aller montrer le salon. Le salon, moi j'aime beaucoup, il a des beaux matériaux. Il y a beaucoup de goût. Combien elle t'a coûté la maison? La maison m'a coûté, donc pareil en location, parce que c'est une location sur 10 ans, m'a coûté... je fais laisse tomber, je le fais. Alors, tu verras dans la vidéo, en fait, la partie Casa Galicia, donc que tu verras après dans la vidéo, nous on l'a tournée avant, parce que dans l'ordre de la journée, on l'a tournée avant. On te fait les backstage, comme ça tu vois tout. On a passé 30 minutes à chercher les chiffres parce qu'ils les avaient pas préparés. Moi je suis à la bourre, j'ai un rendez-vous après. Et en fait, il est pas du tout chiffre. Et moi je suis très chiffre, tu me le dis une fois, je le retiens. Et voilà, donc on parlera de ça tout à l'heure. Donc en fait, on est déjà passé sur la catégorie chiffres. Bref, je les connais les chiffres, je vais les dire moi, comme ça c'est plus facile. Donc cette maison… Les chiffres ils marchent au début et du coup, mais après je les retiens pas. Au début je les regarde, je me dis bon c'est bon ça marche et après c'est vrai que non mais c'est une question de personnalité, toi tu vas être très bon pour foncer, aller sur des projets, à savoir les dénicher, etc. Et chacun a ses forces on va dire. Mais les chiffres, moi vous savez que j'ai une capacité, quand je les ai en tête, même mes biens il y a 10 ans, je suis capable de dire combien j'ai de travaux, de loyers, de trucs. Donc Chris, combien je loue cette maison? Alors donc pour cette maison, on va voir, il me les a dit il y a 10 minutes, en 30 secondes, on va voir si je les ai retenus. Donc cette maison, tu as fait un leasing sur 10 ans. 10 ans, mais tu as payé 2 ans d'un coup et ensuite tu vas payer 4 ans et 4 ans. En gros, c'est l'équivalent de 10 000 € de leasing par an. Donc il a déjà payé 2 ans. Donc à l'entrée de la maison, il a payé 70 000 € de travaux plus 20 000 € de leasing, ce qui fait 90 000 €. Donc ça veut dire à peu près 90 000 €, 80-85 000 €. Ensuite, il a juste le leasing à payer et cette maison, c'est sa résidence principale qui loue 6 mois de l'année. Donc en fait, ils font 6 mois ici dans cette maison et 6 mois dans le bassin d'Arcachon, ce qui est aussi une maison à Arcachon et ça on va t'en parler tout à l'heure. Donc les 6 mois quand ils n'ont pas cette maison, il la loue tout simplement. Petit truc qu'il m'a montré il n'y a pas longtemps, regarde la petite porte que tu as là-haut, ça j'ai retenu aussi. En fait, ils ont un grenier là-dessus, là, et c'est là qu'ils mettent toutes leurs affaires de Bali. Donc en fait, quand ils repartent en France, ils n'ont même pas besoin de se trimballer avec 10 valises. Je pense que vous partez assez léger. On part léger, ouais. Et toutes les affaires d'été, les trucs dont ils n'ont pas besoin, ils les mettent ici. Et du coup, ça permet de louer les 3 chambres totalement, d'être sécurisés et du coup de pouvoir laisser leurs affaires ici. Donc au final, tu m'as dit en 3 heures, en 2 heures, tu es capable de partir ici de Bali et de tout ranger. Si vraiment, en 3 heures, on est capable de mettre la maison louable. C'est dingue ça pour quelqu'un qui est en France et qui est tout posé, qui a sa maison, ses habitudes, sa voiture et qui se dit, qui paraît, si ça prendrait des mois ou des années pour partir. Ouais. Bah en fait, vous, pareil, les biens que vous avez ici, les scooters, vous les louez. Tout est en fait très facilement interchangeable. Ouais. Et donc en 3 heures, tu es capable de dire tiens, on rentre un mois en France et on se casse et on loue la maison. C'est sûrement pas une sensation agréable, mais on pourrait. Ouais. Mais c'est bien d'avoir cette liberté de dire si vraiment à un moment tu en as marre de Bali ou tu en as marre de la France, tu es capable. Si à un moment ta famille te manque et tu dis on a envie de partir, bah tiens, vous pliez tout et vous êtes capable de rentrer. Non, mais tu vois, même là, dans 2 semaines, on a décidé d'aller sur une île à côté qui s'appelle Lembogan pour passer 3-4 jours et on s'est dit bon bah tiens, vas-y, on met la maison en location. Ouais. Du coup, on va aller faire 3 jours. Ça va être, les gens ont peur. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur en se disant ah, c'est ma résidence principale, c'est là où je dors, etc. Moi, je m'en fous parce que l'IMO pour moi c'est que du béton. C'est vraiment un truc. Toi, je pense que c'est pareil. Non, bah en fait, je m'y suis. Alors, par exemple, l'appartement que j'avais à Paris, j'aurais pas pu.
parce que je ne l'avais pas pris dans ce sens-là, mais maintenant, quand je prends une maison, je sais que je vais le faire dans ce sens. Ouais. Donc en fait, tu es préparé. Et la maison est faite en fonction. Tu vois, par exemple, tout con. Mais là, il y a des petits tiroirs, tu peux les fermer à clé. Donc c'est assez simple. Et les jouets, ils sont partout. Hop, on les met dans ces tiroirs-là. Les guests, quand ils louent, ils n'en ont pas besoin de ces tiroirs. On les ferme à clé, on s'en va. Ouais. Donc tout est là-dedans. Okay. Donc sur 6 mois, tu la loues combien cette maison? Elle te rapporte combien à peu près en revenus? En revenus 35 000, tu m'as dit. C'est 35 000. C'est pareil, c'est incroyable les chiffres. Donc ça lui rapporte 35 000, sachant qu'il a 10 000 euros, enfin 10 000 $, donc 9 000 euros à peu près de leasing par an. Plus les frais tout confondus, on va dire que ce que tu loues sur 6 mois, ça te paye, allez, on va dire 9-10 mois de l'année de frais, leasing, etc. ici, quoi. Non, mais disons que sur la longueur du lease, normalement, ça devrait rien nous coûter cette maison. Et en fait, c'est pas le meilleur deal, cet endroit-là, ce qu'on a fait. Mais nous, notre but, c'était de se loger à moindre coût. Et en fait, ici, quand toutes les locations, en fait, elles sont assez chères. Tu es plus autour de, si tu veux une maison assez correcte, tu commences à être à 3-4 000 $, tu vois, pour avoir une maison avec une piscine, 3 chambres. Plus, à mon avis, ça vaut plutôt 6 000. 5-6 000. Donc voilà, nous on n'avait pas envie que ça nous coûte ça. Et on voulait aussi notre maison. Au final, entre le leasing et ce que vous louez quand vous n'êtes pas là, ça vous coûte quasiment rien. Rien. Et la maison Arcachon, donc la maison Arcachon, c'est une maison qu'il a acheté 735 000 euros, il a mis 20 000 euros de travaux. Il a fait un prêt qu'il a pu faire passer en fait, qu'il a transféré sur sa maison Arcachon. Donc quand il a vendu son appart à Paris, il a transféré le prêt à Arcachon, donc il a 2 000 euros par mois à peu près de prêt. Et c'est une maison qui loue à peu près 20 000 euros par an, enfin sur les 6 mois, parce que c'est pas les meilleurs 6 mois en fait quand tu pars. Ça couvre, on va dire, juste le crédit. Après, c'est l'hiver finalement quand tu les loues. Ouais, on part généralement, on part juste après Noël. Donc janvier, février, mars, ça a du mal à se louer. Alors qu'avril jusqu'à l'été. Avril, voilà, là ça part, là, avril, mai, juin, juillet, août, là ça se loue bien. Donc là, tu as 2 000 euros par mois de crédit. Et cette maison, tu la loues, elle te rapporte 20 000 net à peu près à Arcachon quand tu loues sur 6 mois. Voilà, ça paye le crédit. Ça paye le crédit. Ça couvre le crédit, mais nous on rajoute les taxes foncières, taxes d'habitation, tout ça. Donc on va dire que là, c'est 2 biens que tu as. Tu as d'autres biens en fait ou pas? Je sais même pas. Non. Tu as 3 biens du coup. Tu avais une première villa Mélo que tu as vendue. Voilà. Ici, tu as 7-6 et Canopy. C'est ça. On te mettra le lien Instagram si tu veux aller voir à quoi ça ressemble plus en détail et tout. Et Casa Galicia. Donc en fait, Canopy, ta résidence principale, Arcachon, ta résidence principale. Vous faites 6 mois, grosso modo ça s'équilibre avec un petit peu plus de coûts côté Arcachon, mais c'est quand même limité. Ouais. Et puis tu as un truc, tu as fait un bon coup aussi, je crois, Arcachon, vous avez fait des travaux, ça vaut un peu plus à la revente aussi. Franchement, là, on l'a acheté, je pense, 15% en dessous du prix du marché, même si là les marchés ont un peu baissé, sincèrement, on la revendrait encore au moins 150 000 au-dessus du prix de ce qu'on a acheté. Donc non, et puis elle est extrêmement bien passée. Donc en fait, tu es logé quasi gratuit en France et ici. Voilà, ça et ta Casa Galicia qui, une fois que tu auras. Qui, elle est mon revenu. Quoi. On verra tout à l'heure les revenus du coup. Ouais, qui est mon revenu. Tiens, mais on est bien ici, on va se mettre là côté cuisine, c'est pas mal. Alors, il y a un autre sujet, je crois que j'ai jamais abordé ce sujet en plus en vidéo parce que quand je faisais des vidéos de participants, c'était plutôt quand j'étais jeune, tu vois. Les 3 premières années, ces dernières années, j'avais plus trop le temps, j'avais d'autres projets. Donc c'était pas forcément des gens qui avaient des enfants ou alors ils venaient juste de les avoir. Mais je crois pas que j'ai eu quelqu'un qui faisait 6 mois. Avec 2 enfants comme tu fais, ta femme qui était salariée aussi avant en France. Ouais. Comment tu as géré le départ avec ta femme qui était salariée et réticente, qui ne voulait pas partir, enfin qui était très salariée dans sa façon de penser. C'est vrai. Et en même temps, tes 2 enfants, enfin non, tu n'avais pas le Marin. Donc, pas encore. Marin qui il est né ici. Qui a 1 an, un peu moins d'1 an. Il a 1 an et demi, il est né ici, il est né dans un taxi. L'histoire, c'est on était à ma crémaillère à Ubud, la villa 6 chambres que j'ai faite. Ouais. Et ils étaient là avec Cindy, sa femme. Ouais. Sa femme est enceinte à 2-3 jours près, prête à exploser. Quoi. Vraiment, c'était. Et du coup, je crois qu'elle est partie avant au taxi et elle l'a appelé en disant écoute, je perds les os. Il a fusé en scooter. Ouais. Il a été la chercher. Ils ont pris un taxi et elle a couché dans le taxi. Il l'a couché dans le taxi. Dans le taxi. C'est un bébé Gojek. Ici, la marque, c'est Gojek. C'est pas Uber, c'est Gojek. C'est un bébé Gojek. Donc voilà, c'est à la vie à la balinaise. Ouais. Donc comment t'as fait? Donc t'avais Robin qui avait 2 ans à peu près quand vous êtes venu ici? Ouais, c'est ça. Il a fêté ses 2 ans quand on était là. Donc ouais, on est arrivé, il avait 2 ans. Qu'est-ce que vous avez regardé pour vous installer ici quand t'as un enfant? À quoi tu penses? Quels sont les freins? Et voilà, déjà pour l'installation, je parle. Bah, par rapport à un enfant, ta maison, dans tous les cas, il te suit. Tu vois, l'enfant, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête avec ça. Il te suit. Tu as juste besoin de lui offrir une chambre si tu as envie de lui offrir une chambre. Et encore, il pourrait dormir dans ta chambre. Non, après, ce qui compte, ça va être les écoles, quoi.
les écoles. Et en fait, ici, on savait qu'il y avait des écoles, et notamment en plus une école française. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Moi, ce qui m'importe pour mes enfants, au moins jusqu'à l'âge on va dire jusqu'à l'élémentaire, CM2 je crois, c'est au moins qu'ils apprennent à écrire et parler le français. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'expatriés comme nous, qui ne mettent pas leurs enfants à l'école française, qui ne leur donnent pas des cours. Alors les enfants vont savoir le parler, le français, mais ils ne vont pas savoir l'écrire. Donc moi qui me dis que mes enfants, dans 20 ans, tu vois, ils ne vont pas avoir envie de rentrer en France, de revivre là-bas et de développer quelque chose, on ne sait pas comment ça sera d'ici là. C'est un gros handicap de ne pas savoir écrire. Si tu ne sais pas écrire, c'est pas bien. Donc le parler, ça ne suffit pas. Donc moi, je veux au moins qu'ils aient au moins les bases. Voilà. Ensuite, quand on aura passé l'élémentaire, peut-être qu'on changera de système d'éducation, qu'on passera plus sur un système anglais, je ne sais pas. Et en quoi ça consiste une école française ici par rapport à chez nous en France? C'est exactement pareil? Exactement pareil. D'accord. Franchement, il n'y a rien qui change. Tu as les professeurs, on leur parle en français? Les maîtresses sont français. Tu rentres, vraiment, tu as l'impression de passer la frontière, quoi. Okay. La personne à l'entrée, c'est quelqu'un qui est indonésien, mais qui va dire bonjour. Et une fois que tu es à l'intérieur, tout le monde parle français. Et donc tout est donné en français ou on leur parle anglais aussi? Tout est donné en français, mais ils ont aussi des cours d'anglais. Mais alors, plus présents qu'en France, parce qu'en France, ils vont avoir, je sais pas, 1 heure ou 2 heures par semaine, tu vois, c'est rien. Ici, ils vont peut-être avoir toute une après-midi en anglais, quoi. D'accord. Et puis après, les gamins qui côtoient, ils parlent anglais? Ouais, ils parlent anglais. Enfin, franchement, tu regardes dans la cour, ça parle anglais. Beaucoup, ils parlent un peu en français, un peu en anglais. Ils switchent super facilement, les enfants, ici. Puis il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que ta femme est d'origine américaine, à moitié. Elle est moitié américaine. Donc elle parle très bien anglais. Et donc du coup, Robin, qui est son plus grand, qui a 5 ans et demi, il parle déjà très bien anglais, il switch, des fois pas tout le temps, tu vois, des fois il switch… Non, il switch bien, hein, franchement. Et en fait, elle ne leur parle elle ne s'adresse à eux leur parle qu'en anglais. Et moi, je ne leur parle qu'en français. Et quand on est ensemble, Cindy va me parler en français à moi, va parler en anglais aux enfants. Et en fait, ça marche. Franchement, ça marche. Les gamins switchent super bien. C'est hallucinant. Ouais, on le sait, un gamin, quand il apprend une langue comme ça, où il a 2 langues, 3 langues maternelles, la capacité à en apprendre des nouvelles plus tard, c'est incroyable. Et j'ai demandé à la nounou ici de parler uniquement en indonésien à Marin. Alors c'est peut-être pour ça qu'il il a un peu plus d'1 an et demi. Il parle pas encore, il dit pas beaucoup de mots, alors que Robin, à cet âge-là, il parlait déjà. Je crois que quand tu donnes 3 langues à un enfant au départ, il va mettre un peu plus de temps à parler, mais c'est pas grave, c'est normal. Ouais. C'est le temps d'assimiler, il viendra parler, j'en doute pas. Okay. Robin, il parle un peu indonésien ou pas? Non, pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Il sait compter, mais c'est tout, quoi. Ils l'apprennent à l'école, mais bon, peut-être pas la bonne méthode. D'accord. Donc après, qu'est-ce que tu prévois pour les écoles? Qu'est-ce qu'il y a comme école ici? Bah alors en fait, ici, là, il est encore à la maternelle. Quand on est l'année prochaine, il passe au CP, donc en France. Là, jusqu'à présent, en fait, il passait d'une école à l'autre, comme ça, en switchant, sans souci. Alors en France, jusqu'à ce moment-là, on était dans une école internationale. Sur le bassin d'Arcachon, il y en a une. Mais on aurait vraiment pu le mettre au public. Là, on va le remettre au public au final. On pensait qu'on n'avait pas le droit, mais en fait, on a le droit. C'est-à-dire que là, tu peux faire 6 mois ici. Ouais. Et c'est quoi les dates de scolarité? À quel moment tu peux les switcher? Voilà, il fait la rentrée septembre jusqu'à décembre en France. Et une fois qu'on arrive ici, il reprend ici à partir de janvier jusqu'à la fin. Janvier, voilà. D'accord. Donc les écoles en France sont open, en tout cas celles que vous avez trouvées, vous, sont open à ça? Et ben en fait, c'est étonnant. Alors là, tu vois, on va le mettre dans une école publique en France qu'on a été visiter en juin dernier. Et justement, on est allé voir la directrice et on lui a dit « Mais vous avez d'autres élèves qui ont fait ça ?» Elle a dit « Non, ce sera le premier. » Et je lui ai dit « Mais ça ne vous pose pas de problème ?» Ah non, pas du tout. En fait, elle n'y voit aucun inconvénient. Il sera juste retiré, il fera en décembre, il partira et il reviendra le septembre d'après. Elle n'y voit pas de problème et en fait, il n'y a aucune règle derrière qui est là pour dicter. Je pense que vous avez dû avoir plein de réactions de vos potes ou de la famille. Et c'est quoi les premières réactions? Moi, je vois la première déjà, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine. Ouais, mais t'imagines, t'arraches l'enfant de ses racines avec ses potes, avec ses habitudes. Je pense que vous avez dû l'avoir, ça, non? Tu sais d'où ça me vient, en fait, ce truc, quand je faisais les saisons. Quand j'étais saisonnier, justement, j'étais confronté à toutes ces personnes qui géraient les magasins dans lesquels je travaillais, qui étaient patrons et qui avaient des familles. Et en fait, je lui demandais, mais comment tu fais avec ton gamin? Justement, j'avais cette question, j'avais une vingtaine d'années, et je lui demandais, tu fais comment? Il me dit, il n'y a aucun problème, franchement, je le prends. Là, il commence, en plus, eux, ils faisaient entre Segor et Val d'Isère. Il me disait, lui carrément, il faisait en France. Hein, il commençait en septembre la scolarité de ses enfants jusqu'en octobre, septembre-octobre. Ensuite, en octobre, donc là, ils étaient au Segor. En octobre, ils passaient jusqu'à la saison d'hiver, c'est jusqu'à fin avril, à Val d'Isère. Et à partir de mai-juin, ils venaient terminer au Segor. Et en fait, je lui dis, mais ça change quoi pour lui? Il me dit, ça change rien, il a juste 2 fois plus de copains. Donc, je dis, et ça m'est resté. Et je trouvais ça génial. Et en fait, ça m'a
clairement retirer cette pensée limitante, en fait, qu'on pourrait tout En savoir. fait, c'est que ça, c'est que des pensées limitantes. Enfin, Et un enfant, quand il naît, c'est une feuille blanche, tu vois. Mais qui est légitime. Tu peux dire, moi, j'ai vécu comme ça m'a apporté une stabilité. Alors oui, mais finalement, il retrouve les deux mêmes endroits. Donc, dans le déséquilibre, il y a une certaine stabilité en soi, tu vois. Ouais, puis ça apporte de stabilité, on le voit, des personnes qui sont trop stables en France, ça apporte quoi? Ça apporte la peur, ça apporte le manque du changement, ça apporte peut-être une certaine rigueur, en fait, enfin une rigidité dans l'esprit. Ouais. Alors que, moi je suis totalement fervent de ça et je sais que mes enfants, le jour où j'en aurai, je ne vivrai pas dans un endroit. C'est sûr, il y en aura au moins 2 ou 3 et de façon très originale, c'est sûr. Mais je me dis, en fait, le gamin, il a appris déjà à avoir d'autres potes, il a appris à parler d'autres langues, il a appris à avoir d'autres habitudes, à avoir différentes cultures. Donc demain, il a envie de partir à 18 ans et aller déménager dans un autre endroit. Il sait ce que c'est de partir. Il va pas être choqué, il aura moins peur que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Partir et s'adapter. On dit que l'intelligence, c'est l'adaptabilité. Pour le coup, les enfants, on leur a appris à s'adapter rapidement. Parce que là, par exemple, on va le remettre en France, il va rechanger d'école, rechanger de copains. Mais il va devoir s'adapter, c'est sa vie, elle est comme ça. Et puis quand tu fais ça depuis que t'es né, en fait, ça te paraît normal. Ouais, bah c'est pas, je vais pas dire que c'est ultra facile pour lui. Il va arriver le premier jour, je sais d'avance qu'il va être un peu comme ça. Il va regarder à droite à gauche, il va me prendre dans les bras, mais il va y aller, il va le faire et à la fin, ça va très bien se passer. Moi, je le sais et lui, c'est son apprentissage. C'est pas grave de le mettre un petit peu en difficulté. C'est pas très grave, il va pas être traumatisé. Imagine, par contre, moi, ce qui me fait plus peur, c'est tu tombes mal dans une école. Bon, c'est peut-être un peu plus tard, ça, quand ils seront plus au collège ou ce genre de choses. Tu tombes mal dans une école, tu as des mauvaises fréquentations, tu fais comment? Tu déménages, en fait. Là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au moins, il a ce tampon, il a ces 2 écoles, et s'il a une mauvaise fréquentation dans cette école-là, au moins, il aura 6 mois pour réfléchir à sa mauvaise fréquentation, tu vois, et etc. Donc, non, en tout cas, ça se passe très bien. Écoute, pour le moment, moi, j'ai des les enfants, ils sont petits, ils sont en bas âge. On verra quand ils grandiront, quand ils auront 12, 13, 14, 15 ans. Et au quotidien, pour la santé, les hôpitaux et tout, comment vous gérez ici? Alors, écoute, nous, on n'est pas très, déjà, à courir chez le docteur tous les 4 matins. Les enfants, ils voient très, très peu leur médecin. Enfin, en soi, ils vont bien. Et on les soigne avec des remèdes de grand-mère souvent. Voilà, je sais que d'autres personnes feront différemment. Écoute, il n'y a jamais eu de problème. Quand il y a un gros souci, ici, il y a des hôpitaux, ici, il y a des médecins. On a déjà eu des choses là où on se demandait, mince, il se passe quoi? On a emmené voir une médecin et puis voilà, elle nous rassure. Tu as des assurances étrangères aussi? On a une assurance. C'est très cher les cliniques ici privées? Alors nous, justement, normalement, tu as une assurance des expatriés, qui est la CFE, et on n'y a pas le droit parce qu'on retourne plus de 3 mois en France. Oh. Et donc du coup, on a une mutuelle qui nous couvre, voilà, qui coûte assez cher, et en plus que pour les hospitalisations. Donc du coup, en plus, ça ne nous couvre pas pour quand on va voir le médecin, voilà, ni en France. Donc maintenant, on paye tout de notre poche, et puis de toute façon, on s'est rendu compte qu'on allait très peu chez le médecin. Voilà, donc quand il y a besoin, par contre, d'un ostéo, d'un machin, écoute, on le paye. Mais à la fin, ça ne coûte pas plus que quelqu'un qui claque, je sais pas, 500 € dans une mutuelle. D'accord. Ok. Et avec Cindy, comment tu as géré le départ? C'est-à-dire que c'est toi qui voulais venir à Bali, elle était salariée, elle avait son boulot là-bas, elle n'avait pas envie de bouger, peut-être pas envie d'entreprendre ou de changer de boulot. Ouais, comment tu as géré ça? La première fois que je lui en ai parlé, c'était à force de... Je rôdais sur Instagram et je voyais toutes ces vies de gens, la plage tout le temps. Moi, il me fatigue, c'est chiant. Fatigue ces gens. Ouais, tu les vois, t'as envie de les tuer un peu. Et je me dis, mais qu'est-ce que mais comment ils font? Enfin bref, je me suis dit, mais en fait, on peut le faire, tu vois. Et surtout avec des enfants. Et en fait, c'était... moi, j'avais pas de souci à me dire qu'un enfant, en fait, il est là pour te suivre, tu vois. Il n'est pas là pour te bloquer, au contraire. Un enfant, je voyais toutes ces histoires de gens qui faisaient le tour du monde en voilier. Ils faisaient les cours de leurs enfants dans le voilier. Enfin, je veux dire, au contraire, c'est des expériences ultra enrichissantes. Tu es proche de tes enfants. C'est pas une fin en soi, parfois, d'aller à l'école 8 heures par jour et de se retrouver avec telle maîtresse qui s'occupe de l'éducation de ton enfant. En soi, c'est pas une fin en soi. Tu vois, tu peux t'en occuper aussi. Et mine de rien, parfois, par exemple, même à des moments, tu vois, il va louper, je sais pas, une semaine d'école parce qu'on rentre un peu plus tard à Bali et il va louper. C'est pas grave, en fait, il est avec les parents, il vit plein de choses, il rencontre plein de gens. C'est ça, en fait, la vie aussi. C'est pas que d'être à l'école, voilà, il faut apprendre des choses. Mais même, tu vois, en ce moment, je suis en train de me poser des questions sur j'ai pas envie de le faire, tu vois, pour le moment. Mais il y a un truc intéressant, c'est que l'école à la maison, là, on appelle ça... Les parents, ils disent, mais moi, c'est pas possible, je peux pas passer 8 heures avec mon enfant pour lui apprendre les maths et tout. Mais en fait,
quand tu es à l'école, tu as besoin de ces 8 heures en cours collectif, mais et toi tu le sais aussi parce que tu as fait des cours de boxe privés, mais quand tu es à la maison, il n'y a pas besoin de 8 heures. 2 heures vont suffire en fait pour apprendre ce qu'ils apprennent en 8 heures à l'école. Donc voilà pourquoi parfois l'école à la maison peut être aussi intéressante. J'y suis pas prêt, d'accord. Mais bon, en tout cas, je l'ai en tête et voilà. Mais l'éducation, c'est pas que l'école, elle doit être pour moi faite aussi beaucoup par les parents et passer du temps avec eux et qui te suivent et qui regardent ce que papa et maman ils font et voilà. Et comment tu as réussi à convaincre Cindy de venir ici? C'était quoi ses freins au départ? Faudrait lui demander. Faudrait lui demander. Ses freins, en fait, c'était juste de la peur. Qu'est-ce que c'est les freins? Ça va être de la peur et la peur, c'est quoi? C'est le manque d'information en fait. Donc en fait, elle savait pas que c'était possible. Donc quand tu sais pas, t'as peur. Toi, tu es dans le noir, t'as pas d'information, qu'est-ce qu'il y a devant toi? T'as peur, tu sais pas. Bon, c'est un peu ça en fait. Comme elle ne savait pas que c'était possible, c'était une peur un peu irrationnelle en fait. Et en fait, le but pour la rassurer, c'était de simplement lui montrer que d'autres personnes le faisaient, même en ce moment même, tu vois, qui vivaient avec des enfants à l'étranger, les mettaient à l'école, parfois revenaient en France, les mettaient en école en France, ça se fait. Donc si certains le font, pourquoi pas nous, quoi, tu vois. C'était un peu ça en fait les freins, c'était une peur un peu irrationnelle, c'était juste une peur de l'inconnu, plus qu'une peur en disant, oh, j'en sais rien, voilà. Votre entourage vous a bloqué au départ, la famille, les potes, ils ont essayé de vous retenir ou de trouver des excuses ou justement ces pensées limitantes Tu sais, moi, mes parents, je leur ai fait vivre plein de trucs depuis que je suis jeune. Tout ce que j'ai fait, finalement, c'était pas vraiment ce que eux avaient décidé. Et en fait, à chaque fois, j'ai dû les rassurer en leur montrant que finalement, le chemin que je voulais suivre, c'était le bon. Et en fait, finalement, à chaque fois, ils se sont dit « Ah ouais, en fait, ça marche, c'est cool ». Donc, oui, je pense qu'à ma mère, quand je lui ai dit que j'allais partir à Bali, bon, sa première réaction, c'est déjà, on va pas voir les enfants. Oui, mais attends, tu vas pouvoir venir. Bon, voilà, mais après, elle m'a quand même toujours dit, ma mère, écoute, te limite jamais par rapport à tes parents. Je veux dire, faites votre vie, c'est important. Donc après, notre entourage, en soi, non, ils savent un peu qu'on est, moi, ils me connaissent, tu vois, je suis un petit peu fonceur, comme tu disais, donc ils sont pas venus se mettre en travers de ça. Est-ce que ma femme, ses copines lui ont posé... Je pense que ça va être plus des questions, mais comment tu vas faire pour, tu vois, comment tu vas faire, plus que de freins. On n'a pas eu de... Franchement, j'aurais dit, attends, t'inquiète, hein, je vais t'expliquer, n'aie pas peur. Pour moi, j'ai pas peur pour le coup de le faire. Moi, j'ai pas eu peur en soi. Je me suis dit, trop cool en fait. Ah, on va découvrir comment ça marche. Et au pire, si ça marche pas, tu reviens. Enfin, tu vois, au pire. Je veux dire, c'était... faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Tu ferais quoi de différent aujourd'hui sur ton installation vis-à-vis de tes enfants, ta femme ou de l'arrivée ici à Bali? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Tu veux dire que quand je suis arrivé à Bali? Ici, ouais, dans toute cette aventure en fait de s'expatrier de la France, de faire ces 6 mois, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment? Non. Que tu as appris en partant justement? Écoute, en fait, nous on a eu cette chance d'arriver pendant le Covid. Les prix des loyers étaient quand même assez moindres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour quelqu'un qui arriverait maintenant, il a moins ce temps de latence pour pouvoir se préparer, comme nous on a pu le temps de se préparer, de payer des loyers accessibles, le temps de trouver une maison comme ça. Bali, il faut se dire qu'on est à Canggu ici, qu'on est l'endroit très à la mode en ce moment et qui a les loyers les plus chers. C'est-à-dire quelqu'un peut venir à Bali, aller dans des endroits qui sont corrects, un peu moins beaux, sympa, touristiques et tout, et payer 3 fois moins. Après, les écoles, elles sont à Canggu. Oui, quelqu'un pourrait habiter à 20 minutes d'ici, comme par exemple à Paris. C'est comme si ici à Paris, on était dans le plus bel arrondissement, que vous viviez dans la plus belle des maisons, entre guillemets, dans les plus belles des maisons. C'est vrai. Parce qu'en fait, la vie que vous avez ici, ça fait partie de la vie la plus belle que peuvent avoir les expats en fait ici. Mais si tu compares en France, quelqu'un qui habite à 1 heure, qui doit prendre le RER, etc., bon, ici, il habitera à 30 minutes ou à 20 minutes, il paierait 1 000 € par mois une petite maison avec une petite piscine. Ah bien sûr. Et il aurait un niveau de vie qui soit beaucoup plus élevé. Il faut que les gens se comparent, qu'ils se disent pas Bali, ça coûte juste 5 000 € par mois. Non, j'ai rencontré des gens qui ont décidé maintenant, vu que c'est un peu devenu un peu plus le bazar à Canggu, de se mettre un peu plus loin, de faire 20 minutes le matin en scoot pour amener leurs enfants à l'école. C'est un choix. Moi, j'ai toujours voulu être central, c'est comme quand j'habitais à Paris. Cindy, elle aurait peut-être plus préféré vivre au début en banlieue, c'était hors de question. Si je suis à Paris, je suis dans Paris, sinon je veux tout avoir à proximité. Là, on est à 5 minutes de l'école, on est à 20 secondes du centre. On est bien placé, on est dans le quartier résidentiel de Bali. Ici, il y a beaucoup de familles françaises, l'école, elle est à côté. Okay. Donc, voilà, effectivement, aujourd'hui, si je devais arriver maintenant, ça me demanderait peut-être un peu plus de préparation.
ou alors un peu plus d'argent de côté pour pouvoir se loger, louer avec des prix, ou alors voilà, prendre quelque chose qui n'est pas fou au début. Nous, on a à un moment donné, hein, quand après le Covid, quand ça a repris, il y a une maison qu'on louait où la personne est venue nous voir, elle a dit bon bah désolé, mais là je suis obligé d'augmenter le loyer. On lui a dit ok, ben, nous on ne suit pas, on va bouger. Et on a réussi à trouver quelque chose d'autre qui était moins fancy, tu vois, c'était moins cool. Mais du coup, ça te motive encore plus pour trouver rapidement quelque chose d'autre. Et c'est là que j'ai trouvé cet endroit. Et je me rappelle, je vous ai connu dans cette maison-là. Ouais, t'étais venu. Bah, c'est quand Marin est né. Quand Marin est né, t'étais passé. Donc tu vois, c'était moins, c'est un peu plus local, quoi. Bon, c'est l'heure là. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure, monseigneur. C'est l'heure. On va boxer? Allez là. Parce que là, ça fait 3 heures qu'on parle, 4 heures qu'on parle. À un moment donné, moi j'ai envie d'aller boxer. Hein. Bon, on va te suivre dans ta vie parce que tu fais du sport quasi tous les jours. Ouais. Je vais être un peu sur la gueule. Allez les amis, on va boxer. C'est parti. Je l'ai mis juste après le compte. Non. Ah bon. Non, vraiment. Oh non, mais toujours à mettre la pression. Voilà. Attends, à ce stade de la vidéo, on a dit ton âge ou pas encore? On l'a pas encore dit. Putain, le mec. T'as un truc que tu sais pas faire, toi. Hein? Relou, lui. Bon, du coup, le premier bien immobilier que tu as acheté ici, combien tu l'avais acheté? Donc, on parle de Villa Mélo. La Villa Mélo, je l'ai acheté 120 000 € sur 25 ans. 120 000? 120 000 € c'était, ouais. En leasing sur 25 ans. En leasing sur 25 ans et j'ai fait 60 000 € de travaux. 180. D'accord, travaux que tu as tout géré toi sur place. Enfin, là justement j'étais avec l'agence qui s'en occupait. Donc tu avais un maître d'œuvre qui gérait, d'accord? Qui s'en occupait. Et donc en tout 180. Donc ça t'a coûté 180 et tu as revendu? Et j'ai revendu un an après, enfin après les travaux, 300. Sympa. Et combien tu louais? Tu l'as loué qu'un an, mais combien tu... Attends, parce que comme tu me l'as loué à moi... Non, alors toi t'as eu l'un des meilleurs prix. Hein. Ouais, c'est ça. On était vraiment... Ouais, bien sûr. Ouais. Je crois que je t'ai les loué, mais vraiment, mais rien à côté de ce que je l'ai loué 2 mois après. Franchement, je sais plus combien c'était. Je sais que c'était après mon séminaire que je suis venu 2022. Donc j'ai dû venir en avril 2022. D'ailleurs, elle était en vente. Elle était en vente, je crois. Ouais, elle était en vente. En gros, elle avait un potentiel de combien de location, cette maison? Ouais, je dirais 60 000 € à l'année, je pense. Ok, donc ça, t'aurais pu faire 30% avec par an à peu près. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, carrément. Et comment tu l'as trouvé ce deal? Parce que moi, je parle beaucoup de construction. Parce que moi, j'ai fait que des constructions ici à Bali. Ouais. J'avais pas forcément le temps d'être sur place pour trouver des rénaux, etc. Mais quelqu'un qui veut trouver une rénovation, qui veut trouver une maison ancienne, comment est-ce qu'il fait? Comment tu as procédé? Est-ce que ça a été long à trouver? En soi, pas tant que ça. À ce moment-là, je louais une maison à Canggu. Et en fait, le housekeeper qui était là, qui s'en occupait, qui s'appelle Semi, qui est un mec super, c'est grâce à lui en fait. En fait, j'en parlais avec c'est le mec qui faisait le ménage en fait, tu vois, qui gérait, qui manageait la maison. C'est lui qui t'a apporté le deal? En fait, c'est lui. Je lui dis, bah écoute, Semi, moi, je cherche aujourd'hui un terrain ou une maison ou un truc pour faire un projet. Si tu as des amis, parce qu'en fait, ils se connaissent beaucoup, tu vois, ici autour les uns les autres. Ouais. Et ça fonctionne énormément par réseau. En fait, les Balinais, ils sont vraiment. Ouais, donc c'est quand tu es ici implanté, que tu commences à parler un peu indonésien et que tu connais des gens, c'est plus facile à trouver. T'en parles aux locaux en fait. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le terrain. Ok. Donc ensuite, tu vends le deal, tu achètes l'autre maison qu'on a été voir tout à l'heure. Ouais. Ouais, donc celle-ci, on en a déjà parlé. Ouais. Pour parler un peu investissement ici Bali, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut investir ici à Bali? Est-ce qu'il faut y être installé, pas y être installé? Est-ce que qu'est-ce que tu penses de Canggu? D'ailleurs, Canggu, c'est là où on est actuellement. C'est là où moi je vis depuis 6 ans. C'est là où tu vis aussi. Comment tu as vu l'évolution de Canggu? Ouais, balèze l'évolution. Hein? Ça change vite. Hein. Tous les jours, il y a un nouveau truc qui se construit. C'est hallucinant.
En fait, il y a deux façons. Soit tu passes par un contracteur et tu gères tes travaux à Contracteur, distance. donc un promoteur. Ouais, un promoteur. Ouais. Et du coup, tu t'occupes pratiquement de rien, en fait, un peu comme tu as fait, tu vois. Ouais, exactement. Et tu es à distance, mais forcément, le contracteur, il va te prendre une partie, marge, ouais. une marge. Et en fait, il va te laisser la marge que toi, tu es capable d'accepter. En fait. Et lui va prendre le reste. Soit en fait, tu vis ici, effectivement, quand tu es sur place et tu fais. Alors, tu as d'autres façons, mais moi, ma façon, c'est que tu fais tout toi-même. Tu fais tout toi-même et j'ai voulu tout faire moi-même pour, déjà d'une, apprendre. Tu vois, en fait, me dire, voilà, j'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie de savoir où est-ce qu'on achète ça, où est-ce qu'on fait ça, où est-ce qu'on machin. Ah, parce que c'est déjà de gérer tes travaux quand tu es en France. Moi, perso, je l'ai fait, je le fais plus. Gérer tes travaux à Bali, c'est un autre niveau de complexité et de patience. Et gérer de France par WhatsApp. Ouais, je sais que tu me disais quand tu gérais la fin de travaux de cette maison-là, il devenait fou. Mon feed WhatsApp avec Ketout qui est encore là, qui travaille avec nous, qui m'a aidé à finir les travaux, mais c'est un feed de plusieurs kilomètres de long, quoi. Je passais des heures. Le mec, il me faisait des photos close-up de ce qui. Je faisais, attends, filme un peu plus près ça. Non, ça va pas, ça faut refaire. Non, c'était un truc. Ça, c'est un autre sujet. Bon, comment tu as vu Canggu évoluer, le marché ici immobilier évoluer en 5 ans? Ça fait 4 ans que tu es là, 4-5 ans? Ouais, 4 ans. Écoute, c'est un. Perso, j'ai jamais été aussi bon. Ouais. Dommage que tu les as pas filmés. J'arrive même plus à me rappeler à quoi ça ressemblait il y a même 3 ans, 4 ans, quoi. Et des gens qui te diront, il y a 10 ans, c'est encore. Enfin, il n'y avait rien ici, quoi. Rien. Aujourd'hui, c'est une ville qui fourmille. Moi, j'ai l'impression, je suis arrivé ici en 2018, mais j'étais sur Uluwatu. 2019 ici à Canggu. J'ai l'impression que là, les 2 dernières années, ça a été plus que les 3 d'avant. Ouais, mais vraiment. Et je pense que la guerre, parce qu'il y a eu la guerre Ukraine-Russe, ça a amené énormément de Russes ici. Ouais. Et ça a amené une autre clientèle qui a amené d'autres types de restaurants, d'autres types d'endroits pour faire la fête. Enfin, il y a eu vraiment un step-up assez important, je trouve, à Bali. En sortie de Covid, Bali, ça a été la destination numéro 1 dans le monde, je crois, en termes de tourisme. Et toi, en immobilier, tu l'as vécu comment? Toi qui as fait des très bons deals 2021-2022. Ici? Ouais, est-ce que tu arrives à en trouver des biens maintenant? Il y aura toujours des bons deals. Et en fait, c'est comme, est-ce qu'il y a des bonnes années pour investir ou pas? Il y a toujours des bons. En fait, il suffit d'acheter en dessous du prix du marché, quoi. Et tu arrives encore à trouver des deals? toujours un mec qui est moins gourmand qu'un autre. Et toi, tu es un peu plus négociateur que ton voisin. Et du coup, tu auras toujours un bon deal. En fait, c'est quoi le bon deal? C'est de trouver en fait, une bonne rentabilité locative, tu vois. Mais il y en a encore, bien sûr. Il y en a encore, mais il faut être sur place. Sincèrement, pour en trouver aujourd'hui avec un promoteur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que aussi les promoteurs sont gourmands et puis parce que peut-être leur marge diminue aussi. C'est comme tout, tu es en France, tu passes par des chasseurs, tu prends pas de temps, pas de gestion, etc. Mais ta marge va être beaucoup plus faible comparé à tu vas toi sur le terrain pour aller chercher tes affaires, les négocier. Et donc toi tu as géré à distance. Enfin il y a un autre sujet que moi j'ai jamais fait, gestion d'Indonésiens en travaux et en plus quand tu n'es pas sur place. Déjà gestion des artisans français, tu as déjà un niveau. Ouais. Gestion des Indonésiens qui ont leur propre culture. Ouais. Explique-nous qu'est-ce que c'est de gérer des Indonésiens au quotidien et de gérer des Indos dans le bâtiment. Ils ont leur propre méthode. Ouais, à des moments, j'ai l'impression que souvent, en fait, ils te disent oui, qu'ils ont compris. Mais en fait, par politesse, ils n'ont pas te dire qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, ils font la chose. Et toi, tu penses qu'il a capté ce que tu veux qu'il fasse. Et en fait, pas du tout. Donc, tu arrives et il a fait à l'envers. Tu vois, tu lui as demandé de, je sais pas, de faire un rond, mais il va te faire un carré. Il se fout pas de ta gueule, c'est juste qu'il n'a pas compris. Donc, lui, il fait selon lui, mais il a oublié de te dire, mais en fait, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. C'est que l'Indonésien va complètement éviter le conflit. Ouais, complètement. Va éviter de te braquer et donc va toujours aller dans ton sens et te dire oui, ok, j'ai compris, tout est possible. Ben, c'est ça. Mais comment est-ce qu'il va le faire derrière? Du coup, c'est super agréable parce que souvent tu demandes ça c'est possible et il va toujours dire c'est possible. Ouais. C'est le fameux Bissa? Ouais, Bissa. Oui, Bissa. Ouais, c'est possible. Ça rappelle sur le bâtiment. T'étais là quand on avait filmé Honeymoon? Non, c'est pas toi qui avais filmé. Non, c'était un Indonésien qui avait filmé la villa Honeymoon que je construis d'une chambre avec Magnitude. Et j'ai demandé à rabaisser la salle de bain à un moment où tu es à la fin des travaux. Ah oui, je l'ai vu, ça. Il me dit Bissa, c'est le moment où j'ai appris Bissa, j'ai adoré ce mot. Bissa. Et en fait, le problème, c'est que à ce moment-là, tu es super content. Ah ouais, c'est possible, trop bien. Et après, tu as le deuxième effet qui se coule, où tu arrêtes, tu fais ah merde, en fait, non. C'est quoi les pires trucs que tu as eu dans le bâtiment? J'essaie de me rappeler. Non, il y a eu des trucs complètement ouf. Mais attends, faut que je me rappelle. Loris en a eu beaucoup derrière l'écran, la cam. C'est quoi le mur que tu as eu il y a pas longtemps? Ah mais j'ai rien demandé, donc pas un mur
mettre la porte. Ah ouais, Il a rien demandé. celui-là, Il m'a dit, celui-là, il est je suis pas mal. rentré, ils lui ont repeint un mur. Ils lui ont dit, boss, c'est bien, boss. En fait, il faudrait des anecdotes où, franchement, en France, avant de les avoir, c'est peut-être un peu compliqué, mais là, l'anecdote de la porte, ma porte d'entrée. Ici, là, sur cette maison? Ouais, sur cette maison. J'ai demandé une porte ancienne, enfin, j'avais vraiment fourni même une photo, tu vois, c'était une bonne porte ancienne avec du bois ancien. Et les mecs sont arrivés avec pratiquement du bois de palette et ils m'ont fait du truc en claire-voie, on voyait à travers. Et je dis, c'est ça la porte? Il me dit, ouais. Je dis, non, c'est pas possible. Donc je lui dis, bah non, celle-là tu la reprends et on en refait une autre. Il m'en a refait une autre, mais c'était encore pire. Oh, putain. Donc ça, c'est le genre de choses où quand la porte elle arrive, tu es trop content, la porte elle est là, elle fait, mais non. Comment? Enfin, c'est une photo que je t'ai donnée. Donc, c'est quoi les trucs sur lesquels tu quoi. dois le plus faire gaffe? Parce que c'est vrai que la culture indonésienne est très très différente de la culture française. Et surtout, pour la plupart, ils n'ont pas encore l'habitude de bosser dans le bâtiment. C'est quoi les trucs auxquels tu dois faire plus gaffe? Je sais que par rapport à la France, s'il y a un peintre, tu vas dire, de peindre le mur, tu vas pas aller besoin d'aller regarder dans le détail, tu vois là-haut. Normalement, en général, il a bien fait les finitions. Il y a des trucs, tu vas pas regarder s'il a peint par-dessus l'interrupteur, alors qu'ici, c'est des choses qui peuvent arriver. Non, il faut vraiment passer tous les jours, voire 2 fois par jour. Il faut regarder tout ce qu'ils font, il faut être derrière eux, il faut vérifier. Même par exemple, tu vois, un détail mais qui est assez important, j'ai fait faire la terrasse. Bon, là, pour le coup, j'étais à distance. Et j'ai fait poser des pierres sur la terrasse. Et pour moi, il allait de soi en fait qu'ils allaient me faire une pente, tu vois, pour évacuer l'eau. Bah non, ils n'ont pas fait de pente, ils ont juste posé les pierres sur la terrasse et du coup maintenant on a dû la refaire. On a dû bloquer des jours ici pour la refaire entièrement parce que l'eau elle s'évacuait pas. On avait beau mettre des trous pour que ça parte à droite à gauche, c'était pas possible. Et en plus de ça, et le pire truc c'est qu'ils n'avaient pas non plus mis d'étanchéité en dessous. Tu sais, je me dis c'est bon, ils vont mettre une couche d'étanchéité, ils vont faire les choses bien. Non, bah, en fait là pour le coup si tu leur dis pas, ils vont pas. Certains vont peut-être le faire, mais moi ces ouvriers-là que j'avais à ce moment-là, ils l'ont pas fait et pour eux c'était pas grave, tu vois. Ouais, donc quand tu étais à distance, tu étais obligé avec des vidéos d'aller regarder dans le détail, le coin de chaque chose et de suivre chaque mouvement. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'un indo en fait tu peux pas lui dire fais cette action, tu dois lui dire fais toutes ces petites actions pour arriver à cette action. Exactement. Et lui il va pas forcément comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à cette action là. Pose-moi ce meuble, il va peut-être le poser complètement de travers, mais il faut lui dire non, tu as besoin de découper d'abord, tu as besoin de mettre ça, ensuite tu as besoin de mettre ça par-dessus. Ouais. Alors après, le truc, c'est que j'ai fonctionné où je l'ai payé moi la journée. Donc est-ce que peut-être parfois ils ont un intérêt à refaire ou toi j'en sais rien. Quand tu payes quelqu'un de façon forfaitaire, peut-être que là il a plus intérêt à faire attention et de les faire bien. Mais là en gros, tu lui demandes de faire ça, bah, pose-moi des pierres là, bah, il va les poser, mais la méthode il va s'en foutre un peu. Tu vois. Ah ouais. Après ici ils ont le smile, tu peux pas t'énerver. Tu vois, en France par contre parfois tu peux aller péter un plomb contre un ouvrier ou pas contre un ouvrier mais contre la personne avec qui tu travailles qui est responsable. Tu dis ah, attends c'est pas normal. C'est même une technique de négo tu vois pour obtenir des choses. Mais ici tu fais surtout pas ça. Si tu hausses le ton, si tu hausses la voix, le mec il va pas se braquer mais il va faire wow et il va te prendre pour un dingue et en fait limite il va pas revenir le lendemain. Tu vois, il va dire ouais demain j'ai une cérémonie, je reviens pas. Il y a ça aussi, c'est important à dire. La culture indonésienne, ils sont capables de te planter du jour au lendemain. Ah bah, tu me le dis toi avec tes nannies. Ouais, les nannies, mais les ouvriers aussi. Les ouvriers, par exemple, là, tu vois, on vient de passer la phase du ramadan, donc cette année je suis content, je n'ai pas de travaux, mais tous ceux qui ont des travaux là, en fait, les ouvriers te disent, déjà tu leur demandes avant, vous allez partir pour le ramadan, donc c'est sûr qu'ils vont partir. Ils disent, ouais, on va partir, mais une semaine. Ils partent jamais une semaine. Ils partent toujours au minimum 2 semaines. Et généralement, quand ils sont partis, après ils disent, ouais, on revient dans 2 semaines. Mais ça fait déjà 2 semaines que tu es parti. Donc en fait, ils partent souvent 1 mois. Et pendant 1 mois, ton chantier, si tu as que des Javanais, parce que c'est les Javanais qui sont musulmans et qui repartent pour le ramadan, ton chantier il est arrêté pendant 1 mois. Il y en a à qui ça arrive beaucoup. Donc c'est bien aussi d'avoir un peu de chrétiens, parce que tout le monde a une religion ici, un peu de chrétiens, un peu de balinais. Les balinais c'est différent, eux ils ont beaucoup de cérémonies toute l'année, mais ils n'ont pas de moment où ils se partent 1 mois. Ouais, les balinais, on va dire ici à Bali, tu as à peu près 80% hindouistes, je crois, de mémoire. Tu as un tout petit peu de bouddhistes, quelques pourcents aussi de chrétiens et peut-être 8 ou 10% de musulmans. Alors que la majorité de l'Indonésie est musulmane et l'Indonésie c'est 250 millions de personnes je crois. C'est énorme, tu as des milliers d'îles en fait, majoritairement c'est musulman. Mais ici, même les hindous ici ils ont des fêtes religieuses tous les mois je crois, il y a au moins une ou deux fêtes chaque semaine pratiquement, il pourrait y en avoir une, mais c'est les… Attends, je l'ai mis. Hein ah vas-y, je l'ai pas vu. Ici, ceux qui font tourner vraiment les chantiers, c'est beaucoup les Javanais. Okay. Beaucoup, enfin, du moins les musulmans.
Les balinais sont présents aussi sur certains chantiers, mais plus des chantiers de temples, des choses comme ça. Bon, il y en a aussi qui travaillent, mais c'est beaucoup de javanais. C'est pour ça que dès que c'est la période du ramadan, l'île, même Canggu, là, tout ça, il y a beaucoup moins de monde, tu vois. Tout d'un coup, ça se vide. Et comment tu vis, comment t'es dans ta vie maintenant? Parce que gérer des travaux, ok, c'est compliqué. Ouais. C'est peut-être par rapport à un bar, c'est peut-être encore plus de stress et de problèmes de dernière minute. Ouais. C'est pas le même. Peut-être, c'est pas le même. C'est pas les mêmes. Mais comment? Le stress du bar, c'est un autre stress. La restauration, c'est tous les jours. Un peu comme, moi je compare ça un peu comme un mec qui va au théâtre, un comédien au théâtre, tu vois. Tous les soirs tu rentres en scène. Et ton bar, c'est pas toi qui rentres en scène, mais tous les soirs ton bar rentre en scène. Donc il doit être prêt, tu dois avoir set-up tout ton bar, tout ton restaurant, tes serveurs doivent être prêts, enfin tout le monde doit être prêt à l'attaque et bam. Là où je veux en venir, c'est comment, est-ce que tu kiffes ta vie, quoi? Est-ce que tu kiffes faire de l'immobilier ici, gérer des travaux, faire de la gestion, trouver des deals, est-ce que tu t'as trouvé un équilibre qui te plaît ou est-ce que pas encore et tu as encore un truc que tu veux faire? On veut toujours plus, mais si je compare ma vie mais plus en quantité mais faire la même chose ou plus là c'est un tremplin et à un moment tu as peut-être envie de tout vendre ton IMO et faire autre chose qui te plaît plus? Ou là ce que tu fais en fait tu kiffes? L'IMO, franchement, j'ai quand même toujours aimé ça. On va dire, je n'en ai pas fait comme toi, mais j'aime bien, tu vois, les travaux, tout ça. Mais comparer ma vie d'aujourd'hui à la vie que j'avais quand j'étais à Paris et que j'étais en train de me dire, c'est l'heure, je me dépêche, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je passe là, il faut que j'ouvre le bar à l'heure. C'est incomparable, c'est incomparable. Genre, vraiment, là, aujourd'hui, tu es sur ton scoot, il fait beau toute l'année. Enfin, au pire, il va pleuvoir, mais il fait chaud. Non, c'est le climat, vraiment c'est dingue à quel point quand il fait beau, ça influe énormément sur, enfin moi, en tout cas sur moi, sur ton état d'esprit. Même une journée qui est un peu down, je me dis bon, c'est pas grave, t'es bien, t'es sur ton scoot, tu vas faire des rendez-vous. Et même parfois, je me reconnecte avec la vie d'avant, je me dis putain c'est chez moi quoi. Putain, en fait c'est ma vie quoi, je suis pas en vacances, je suis chez moi, c'est ultra agréable. Et il n'y a pas que la météo, il y a les gens aussi ici. Parce que comme tu dis, même quelqu'un dans les travaux qui ne fait pas ce qu'il faut, c'est avec le sourire. Non, mais ça... Comment ça t'impacte dans le quotidien d'être avec des gens où les Indonésiens, enfin on les connaît, ils sont d'une gentillesse incroyable. Incroyable. Et les touristes, enfin pas les touristes, les expats qu'il y a ici, ils ont aussi un mindset qui est très différent de ce qu'on a en Europe. Incroyable, tiens je l'ai mise. Hein? Non mais ça... Je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai mise. Ça, tu le vis comment au quotidien? Je pense que ça c'est la chose la plus agréable. C'est-à-dire que tu croises que des sourires. En permanence. Même par exemple, mais n'importe qui, tu vas croiser un regard d'un Indonésien, il va te sourire. C'est sa culture, c'est comme ça. Pour lui, c'est le karma. Enfin même, c'est une culture. Ils sont comme ça, ils apprennent ça depuis tout petit, j'en sais rien. Et du coup, c'est que des sourires toute la journée. C'est mais non, les Gojek, les gens qui viennent te livrer à manger à la maison quand tu les commandes sur Internet, comme l'équivalent de Uber Eats. Ouais, l'équivalent de Uber Eats. Ils arrivent, mais il n'y en a pas un. Franchement, je te jure, même à chaque fois, j'essaie de me dire, il doit peut-être y en avoir un. Il n'y en a pas un à qui j'ouvre pas la porte et qui est là en mode qui me fait un grand sourire. Bonsoir monsieur, bonjour, tenez, voilà, c'est pour vous. Il te donne ton nom, Christophe, c'est toi? Ouais, c'est moi. Bonne nuit, bon appétit, bonne journée. C'est un truc. Et tu es là en mode, oh, merci. Mais tu dis, waouh. Tu ressors, tu fais un tips, tu vas direct. Tu vois, la différence quand tu donnes des pourboires, moi je sais que depuis que je suis à Bali, au début que j'ai commencé à vivre ici, et au début de mon tour du monde, j'ai eu presque une gêne du fait de gagner beaucoup d'argent et de côtoyer des gens qui en gagnaient vraiment peu. Donc pour compenser ça, je donnais beaucoup en pourboire. Et j'ai pris ce réflexe et maintenant, je sais pas, on m'apporte un Gojek, c'est 230 000, je donne 300 et je laisse la monnaie. Je donne toujours un chiffre rond, tu vois, et je laisse la monnaie. Ah, il est bon, il est bon. C'est bien. Et en fait, tu donnes un tip, ce qui est l'équivalent de 2 euros, 3 euros, ce qui est énorme pour eux. Ça peut être peut-être la moitié de ce qu'il va gagner dans la journée ou un tiers de ce qu'il va gagner. Tu donnes à Saint-Tropez. 100 euros de pourboire à un resto ou 200 balles de pourboire à un resto. T'as même pas un merci. T'as même pas un merci. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et à Paris, c'est pareil. Et vous allez même dans des petits restos, tu donnes 5 balles, ils n'ont pas l'habitude parce qu'en France, on n'a pas la culture. Non, attends, c'est bien que tu donnes. Mais ici, tu donnes 2 euros, le mec est. Oh, papa, oh, merci, makassi. Tu sais, t'as un regard dans les yeux de waouh, t'as l'impression que t'as fait un truc. Enfin, tu donnes des bons pourboires, Chris. C'est pas tout le monde qui donne ses pourboires. Ouais, non, mais je sais, je donne des bons pourboires. Mais même bien, il si faut, des fois, si tu peux, fais-le en fait. Le truc donne, bah moi je peux, donc je le fais, tu vois. C'est génial, il faut. Mais je veux dire, c'est. Même si je donnais 15 balles à quelqu'un en France, je l'ai déjà fait. Ouais. C'est pas pareil. Ouais.
c'est pas pareil, tu vois. Bon, et à Paris, moi, il y a eu un resto et un bar, je peux te dire que les gens, ils donnent beaucoup moins de pourboire qu'avant. Vraiment. Ouais, Alors tout le monde me le dit, ça dans le encore, resto chez mais, nous. waouh, c'est... Moi, j'avais du mal à justement, enfin, tu comptais là-dessus quand tu recrutes ton staff, tu dis ouais, vous allez avoir du pourboire aussi, une partie. En fait, non, maintenant les gens payent en carte et c'est compliqué maintenant de. Ça aussi en France. Faudrait faire ce qu'on a au Mexique, tu l'as, parce qu'au Mexique, tu as la culture américaine du pourboire obligatoire. Enfin, pas obligatoire, mais tu ne mets pas un pourboire, on l'a connu avec Loris. Tu ne mets pas un pourboire, le mec insiste pour qu'il y ait un pourboire. Parce qu'ils sont vraiment payés que comme ça. Ouais. Quand tu payes avec ta carte, tu as le choix 5, 10, 15, 20%. Voire des fois, tu n'as même pas le 5. Un pourboire classique, c'est 10%. 15, tu as été content et 20, tu as été vraiment très content. Et les Français, quand ils arrivent au Mexique, j'ai des potes qui sont déjà venus, ils arrivent, même 5%, ça leur arrache la main, tu vois. Et moi, je dis, les gars, je les mettais moi parce que moi, j'ai l'habitude de vivre là-bas. Ça fait partie du prix. Et le mec prend vraiment ça pour une insulte quand il n'y a pas de pourboire. Il faudrait peut-être ça chez nous, tu vois, sur la carte, un 2, 4, 6%, tu vois, un truc. Franchement, pour refaire venir cette culture. Je sais pas, après, le problème, c'est que tu auras. Après, aux States, ils ont un SMIC, ils ont une base 600 balles. Ouais, c'est ça aussi, la base, elle est super basse. Ouais, je sais. Et au Mexique, c'est pareil aussi, ouais. La base, elle est super basse. Mais bon, dans la restauration, quand tu vois finalement comment sont payés les serveurs par rapport au travail qu'ils font, le stress, l'énergie et tout, l'un dans l'autre, s'il y avait du pourboire en plus, ça serait quand même. Ouais, mais attends, tu payes un serveur 1800 €, ça te coûte le double. C'est ça aussi. Oui, toi, ça te coûte le double. C'est ça, en fait. Non, mais toi, je sais. Mais le serveur, même qui gagne 1006, 1008, l'énergie, le taf, le stress qu'il met, c'est pas non plus ouf non plus. Mais en même temps, nous, avec les charges, c'est compliqué. Avec les charges, en fait, derrière, malheureusement, tu es obligé de compter la part des copains. Là. Ouais. Donc, Et au quotidien, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé pour toi ici, que tu faisais pas en France? Et que là, tu te dis, maintenant je peux le faire, je peux gérer les choses différemment. Tu veux dire en termes de lifestyle en fait? Non, le lifestyle, pour le coup, vraiment, ce qui a changé par rapport à la France. Avant, j'allais au sport en France le soir, tu vois. Ici, c'est tous les matins. Tous les matins, tu vas au sport. Les salles sont pleines le matin, c'est assez agréable. Bon, les salles sont pleines à la journée, hein, ici, tout le monde fait du sport. Maintenant, j'ai même repris cette habitude aussi en France. Dès que je suis en France, tous les matins, je vais faire mon sport. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais à Paris, non. Enfin, j'y allais le soir quand je pouvais, à un moment, et encore à des moments, pris par le restaurant, j'avais même pas le temps. Ouais. Donc, non, le sport, c'est une partie importante. Depuis tout à l'heure, je les mets. T'as mis la noire. J'ai mis la noire. Depuis tout à l'heure, j'en mets plein, ils filment pas, là, ils filment. C'est pas grave, on la filme pas, on l'a pas vu, on coupe. Personne ne remarquera qu'il manquera la noire sur le. Et comment tu. Parce que. Avant, tu avais le resto, tu disais que tu rentrais tard, etc. Est-ce que dans ta relation avec ta femme, comment tu vois tes enfants, etc., ça a changé parce que ta gestion du temps est différente aujourd'hui? Est-ce que tu te sentais à un moment quand tu étais dans le resto, tu étais dans un engrenage? Est-ce que, peut-être pas, hein, mais je pose la question, est-ce que tu sentais que tu n'avais pas le temps de voir ta femme? Peut-être qu'elle, du coup, ça générait du stress parce qu'elle ne te voyait pas? Ou que ce stress, tu le rejetais sur elle? Enfin, c'est peut-être tout ça un sujet sensible, mais au contraire, c'est un sujet qu'on a tous vécu à un moment. C'est un sujet même intéressant. En fait, je veux dire, tant qu'on était sans enfants, le bar, c'était un bon équilibre dans le sens où moi, on se voyait pas toute la semaine, on se voyait, tu vois, à des moments, je rentrais la nuit, elle partait le matin, et parfois on se voyait qu'une fois dans la semaine, et après surtout le week-end, on en profitait beaucoup. C'était limite assez bien en fait, dans un début de relation, d'avoir son espace chacun, et c'était assez même, je veux dire, c'était une bonne chose. Mais une fois que les enfants, ils arrivent, les enfants, tu as envie de les voir, tu peux pas les voir comme ça, tu as envie de les voir un peu tous les jours, tu vois. Franchement, sinon ils te manquent. Et je savais qu'à long terme, d'avoir le bar et de travailler le soir et de ne pas les voir, c'était pas possible. Il fallait que je change quelque chose. Alors déjà, dans tous les cas, j'avais déjà délégué. Hein. Moi, je travaillais plus tous les jours à mon bar. Hein. Enfin, je parle du bar, je parle pas de celui où tu es venu, je parle du bar. Je travaillais pas tous les jours, j'avais du monde. Je faisais que deux soirs dans l'année, dans la semaine. Et après, j'y passais 1 heure et après, je revenais à la maison. Tu vois. Mais ici, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps avec les gamins. Beaucoup plus de temps. Et comment ça t'impacte toi, les enfants? Enfin, je sais pas si Robin, qui est ton fils le plus grand, qui a 5 ans là, 5 ans et demi? Il a 5 ans et demi, ouais. Lui, il s'en rappelle peut-être pas quand tu étais en France avant. Mais est-ce que ta relation avec Cindy, il y a des choses qui ont évolué ici du fait que tu aies plus de temps, peut-être pour elle et pour les enfants? Ou peut-être que tu es moins stressé? Est-ce que ce stress, tu avais l'impression de le rejeter aussi sur Cindy ou les enfants avant? Bon après, attention, c'est pas non plus, tu arrives ici et tout d'un coup la vie elle devient parfaite et puis t'as C'est parce que je dis, je pose la question si tu as senti un changement de ce côté, peut-être qu'il n'y en a pas eu, tu vois. Oh, celle-là, tu vas pas filmer celle-là. Ouais, elle est belle. Elle a fait un... Ah, elle était belle. Le stress... Je mets tes boules maintenant, c'est bon. Au point où on en est.
Le stress, il existe aussi ici, mine de rien. Des moments, ça dépend des projets que tu fais. Disons qu'après, pour pouvoir te détendre, si tu as besoin à un moment donné de te détendre et de prendre du temps avec ta femme, c'est facile de trouver une nounou, de faire garder tes enfants, d'aller au restaurant à côté, ça coûte pas très cher, de passer une bonne soirée, de cutter, de tout d'un coup te sentir en vacances, tu vois. C'est là, tout est autour de toi en fait. Tu vis dans un environnement qui t'aide énormément en fait à… T'as un switch plus facile de je suis dans le travail et je stresse à je suis en vacances. Ouais, il peut se faire en une soirée facilement. Quand j'habitais à Paris et que tu avais besoin à un moment donné de couper avec la ville, mine de rien, de couper avec la ville, ça prend du temps de trouver un endroit autour de Paris, accessible rapidement, où il n'y a pas grand monde, où tu es dans la nature, parce que finalement les Parisiens veulent tous faire ça à un moment donné. Et donc les endroits qui sont cool autour de Paris sont pleins aussi de Parisiens qui ont voulu cutter avec la ville. Et en fait, ça t'envoie même jusqu'à l'océan. C'est quoi? C'est la Normandie, là, il y a plein de monde. Et voilà, c'est vrai qu'ici, tu fais 15 minutes de scoot, tu es dans la forêt tropicale, tu es dans une autre plage. Même là, tu fais 15 minutes de scoot, tu pars dans le nord, là, tu t'arriveras sur des plages où il n'y a déjà pas grand monde. Franchement. Donc ce lifestyle, c'est quand même assez agréable. Moi, je m'étais dit au bout d'un moment, ce que je veux, c'est… le côté vacances, tu vois, être en vacances 4-5 semaines par an et d'arriver dans un endroit et de se reposer pour pouvoir se recharger pour repartir au charbon toute l'année, ça, je n'aimais pas, ça ne me plaisait pas. Et je m'étais dit, en fait, j'ai envie d'habiter dans les endroits de vacances et travailler parce que finalement, dans ces endroits où tu vas en vacances, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Donc à toi de trouver la méthode pour gagner de l'argent comme eux à cet endroit et rester là en fait toute l'année. Et comme ça, vivre au soleil. Donc voilà. Bon. C'est le moment où tu parles de ta formation en ligne. Non, la formation abdo, on y viendra plus tard. Bon. J'espère que… Ouais. On la visite cette Casa Galicia? Allez, carrément. On l'a laissé exprès à la fin de la vidéo pour les laisser patienter, mais on va y arriver. C'est quand même le plus beau projet que tu as fait là. Ah, putain, celle-là, tu la filmes. Bon, fais-moi visiter un peu cette maison. Là. On arrive à ça. On démarre par où? Par l'entrée? Par l'entrée. Allez. Parce qu'il y a tellement de pièces dans cette… L'entrée avant, elle était là-bas, tu vois. Et en fait, c'est par là que je suis arrivé. Et en fait, quand je suis arrivé, la première impression que j'ai eue, c'est que tu vois, c'est assez… Enfin, il n'y avait pas ces murs-là, tu vois, ça, on les a rajoutés. On va te remettre en même temps des photos avant. Tu as des morceaux de photos, de vidéos du avant. Et on va les remettre. C'était une superbe surprise parce que je venais visiter sans vraiment rien attendre. L'annonce, elle était sur Internet en plus, cette annonce. Et les photos, elles étaient nulles. Et en fait, j'arrive là… C'est sur quel site que tu vas pour regarder, chercher des annonces Ici, c'est Facebook. Facebook Marketplace. Ok. Ici, c'est comme ça. Mais moi, j'ai même pas cherché le lien ici. Il y a beaucoup, les Indonésiens travaillent beaucoup avec Facebook Marketplace. Ok. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, et que c'était un peu à l'abandon, tu vois, même à l'abandon, clairement. Ouais. Ce qui m'a étonné, c'était de voir cette vue de là-bas jusqu'au fond, là, tu as 30 mètres, tu as 30-35 mètres. Ouais, elle est immense. Donc là, tu te dis, cet endroit de dingue. Et je m'attendais mais vraiment à rien. Et je me suis dit, waouh. Et là, il y avait de la végétation un peu partout, c'était le bordel. Et là, je me suis dit, direct, franchement, au bout de 2-3 minutes, je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf cet endroit. Je connaissais déjà le loyer de départ, je n'avais pas encore négocié. Franchement, je me suis dit, là, je ne peux pas laisser ce truc-là passer, tu vois. On dit loyer parce qu'on rappelle, tu as 2 formes d'achat à Bali, en Indonésie. Tu as le freehold. Tu es vraiment, je dis vraiment propriétaire, mais en fait, tu es locataire sur une très longue durée, entre 80 et 99 ans, je crois, c'est ça? Le très longue durée, non, généralement, c'est 50 ans, quoi. 50 ans. Freehold, non, le freehold. Ah, le freehold, c'est à vie, non? Parce que tu n'es même pas vraiment propriétaire, je crois que tu es locataire, alors, mais jusqu'à 99 ans. Franchement, il faudrait demander vraiment à un expert. Moi, même quand j'ai demandé au notaire la dernière fois, est-ce qu'au bout d'un moment… Pour nous, on estime qu'être freehold, tu es vraiment propriétaire. Ouais. Mais je crois qu'en fait, c'est une location qui est tellement longue et qui est renouvelable automatiquement, enfin quelque chose comme ça en fait. Peut-être que c'est 99 ans, tu me diras, j'en ai jamais acheté, donc peut-être c'est marqué 99 ans. Dans tous les cas, tu as 2 formes, tu as le freehold et tu as le leasehold. Le leasehold où tu vas louer tout simplement ton bien, louer le terrain avec ce qu'il y a au-dessus, donc la maison, à un propriétaire, souvent, enfin un propriétaire indonésien. Et donc là, on est sur un cas de lease, donc une location, c'est pour ça qu'il parle de loyer. Et tu vas voir qu'il y a eu un montage très spécifique, c'est là où il a fait un coup qui est monumental. On va en parler en même temps qu'on fait la visite. Présente tout la maison. Donc là, on arrive, on a l'entrée. Donc là, on a ça.
On a mis ça. Ça qui est super sympa, c'est une fontaine. Donc ça, c'était en fait, comme quand je l'ai visité, ça me faisait penser à une hacienda. On l'a vraiment tourné comme une hacienda, cette maison. Et l'hacienda, c'est souvent, tu as la fontaine quand tu rentres à l'entrée, tu vois. Donc là, c'est une fontaine un peu différente. Ça reprend en fait les rizières. Les rizières de Bali. Et ce qui est génial, parce qu'ici à Bali, t'as pas ce style-là. Ici, t'as un peu le même style qui est fait. C'est un style un peu grec, méditerranéen, qui est bien repris maintenant. Avant, c'était le style balinais. Maintenant, c'est le style, tu sais, corniche, etc. Ça, et le style hacienda comme ça, tu l'as pas trop. C'est pour ça qu'elle se démarque clairement. Donc, on a l'entrée. On va revenir ici sur le playground, de là où on était. Ouais. Donc là, comme c'est une maison avec 7 chambres, tu as quand même 14 personnes qui peuvent venir potentiellement prendre leurs vacances ici. Donc là, on avait une grande table. Donc ça, c'est la table apparemment où ils se réunissent beaucoup. Genre, ils viennent tous manger là. Ouais. Climatisé et fermé, comme ça au moins tu es au calme, tu peux parler. Et en même temps, tu as un petit salon de détente. On a mis une table d'échecs, ils peuvent jouer au poker. Enfin, tu vois, il y a des petites activités comme ça. Le but, c'était de faire en sorte que quand ils viennent à 14 personnes, qu'ils s'amusent. Tu as toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire. De créer en fait des pôles où tu n'as pas les 14 personnes toujours au même endroit. Tu en as qui peuvent jouer au billard, tu en as qui peuvent être là en train de travailler, tu en as qui peuvent jouer au Ça, c'est très bien fait parce que même le soir où on est venu la première fois que tu nous as montré la maison finie, premier truc qu'on fait, bien on se met au bar, on se met la musique, on fait un billard. C'est ça. Tiens, viens, on fait un basket. Tiens, viens, on fait un ping-pong. Tu as envie d'essayer de faire plein de trucs, tu vois. Pendant que tu en as d'autres qui regardent la télé là-bas, d'autres qui se baignent. En fait, clairement, tu as 14 personnes, mais tu te marches pas dessus. Tu peux avoir tes endroits séparés où tu es tranquille. Ouais. On a le ping-pong, on a le basket. Ça, c'est génial. Déjà d'avoir 7 chambres, tu te diffères par rapport à la concurrence. Ouais. Mais d'avoir billard, playground de basket, ping-pong et tout, là, tu te diffères encore plus. Ouais, c'est clair. Non, c'est agréable d'être là avec des potes. Génial. Copains. Et là, grosso modo, sur toute cette partie-là, le rez-de-chaussée, tu as combien de surface totale? Je crois que en surface construite, on doit avoir environ presque pas loin de 500 mètres carrés en fait, par plateau, quoi. Donc là, 500 mètres carrés au sol, sur toute tout ouais, le voilà, environ peut-être 450, 500, j'en sais. En fait, j'avoue, ça aussi, c'est sympa, ça reprend un peu les formes de la fontaine. Exactement, c'est la fontaine à l'envers et on a refait un sunken sofa. Donc, quand tu es en bas, tu as une belle vue, c'est sympa. Tu as une vue différente encore de la villa, où tu peux te poser, discuter, travailler, écouter quelqu'un qui sait bien jouer du piano. Et de nuit, elle est encore plus. Oui, c'est vrai, il y a le piano qui est là-bas aussi. Piano, guitare, pareil. Tu vois, le but, c'est toujours qu'ils aient un petit truc à faire, sympa. Il y en a toujours un. T'imagines sur 14 personnes, tu en auras toujours un qui sait jouer de la guitare. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ça anime la soirée. Ils s'amusent, quoi. Et, non, c'est cool. Ouais. Et de nuit, elle est encore plus sympa. De nuit, tu as vraiment toutes les lumières, plein de lumières indirectes. Elle est vraiment canon. Ah non, donc là, cette piscine est existante? Alors non, elle était avant la piscine, tu vois, elle faisait la moitié. Ah oui, c'est vrai, exact. On aurait dit un petit lac plein d'eau. En fait, avant, vraiment, cette maison, elle a eu plusieurs vies. Elle a été construite, je crois que c'était 2 villas avant. Elle était séparée par un mur au milieu. Et donc, c'était une symétrie. Tu avais une première villa là, une autre villa là-bas. Et en fait, tu avais une piscine là-bas et une autre piscine là-bas. Ok. Et donc, la piscine là-bas, elle était déjà, je sais pas comment on dit, là, elle était fermée, quoi. Il l'avait remplie. Et celle-ci, on a dû la péter et en refaire une autre. Parce qu'elle n'était pas assez grande pour 14 personnes. De faire des marches pour pouvoir s'asseoir dedans. Donc là, c'est cool, c'est une bonne idée. Ça c'est convivial quand ça reprend un peu, ouais. T'as beaucoup de monde, c'est bien. Tu peux t'asseoir, tu peux te poser, boire un verre. Là, ce que je trouve super beau, et en plus c'était d'époque, c'est les palissades, là, les rambardes en bois, qui ont vraiment un style colonial. Ça fait vraiment, tu sais, Carthagène. Ouais. Tu as Carthagène des Indes en Colombie. Un Lolo, ça fait vraiment colonial, 16e siècle, tu vois. Ça, on a gardé. 15e, 16e siècle. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je trouve bien qu'on les a juste gardés. Et je crois pas en avoir déjà vu, peut-être j'ai pas fait attention, à Bali, parce que là, la toiture, on voit vraiment ce style balinais, on voit les petits ornements en bois qui est au-dessus. Mais si, ça, t'en as à d'autres endroits, sur des vieilles guest house. En fait, avant, ça, c'était pas une villa, c'était une guest house. En fait, ça a été des villas, je crois, ensuite une guest house. Et à la fin, c'est terminé, c'était une guest house. Donc tu retrouves quand même ce genre de petits passages. Ok. J'ai peut-être pas assez vu de bien anciens ici. Ouais, non, tu construis toi. On a la cuisine qui est juste derrière. Ouais. On a une belle grande cuisine. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, là on a encore une table. Salle à manger. Les gens cuisinent pas tous quand ils viennent à Bali, mais ils peuvent avoir la possibilité de prendre un chef. Donc il faut au moins tout pour cuisiner, quoi. Parce qu'ils aiment bien avoir un chef qui vient.
il se pose à table et tu as la personne qui vient, qui ramène tout, et qui met dans le frigo et qui commence à cuisiner pour tout le monde. Ça se fait beaucoup, surtout sur un truc de 14 personnes. Ouais, Bali, c'est quand même rare que les gens, surtout des gens qui viennent dans ce type de maison, la bouffe est tellement bonne, pas chère, la livraison est tellement facile et rapide. Ouais. On n'a jamais touché, nous, un truc de cuisine ici à Bali. Toi aussi, avec Cindy, vous aimez bien un petit peu, Cindy, ouais. Parce que Cindy aime bien avoir ses produits et tout. Mais c'est vrai que on a... Bah, comme on vit une partie de l'année en France et qu'on cuisine déjà en France, bon, ici on se dit qu'on se repose entre guillemets. Moi, c'est le premier truc que j'ai appris à déléguer ici, c'est de libérer déjà de la bouffe, déjà de manger sain ici, et de libérer du temps pour ça. Wow, ta journée elle est plus grande d'un coup. Là, on a un petit coin cinéma. Ouais, on a un coin ciné. Cool. Ici, tu peux fermer en fait, tu as des gros rideaux assez lourds. Clim aussi, pareil. Tu peux mettre la clim. Aussi. Et là, tu te mets. C'est sympa ça, style Indus. Alors en fait, ça. C'était déjà là non, c'est moi qui l'ai installé dans le sens où avant, au-dessus, il y avait un temple et ça avait été rajouté après. Bref, ça tenait pas. Il a fallu recréer un plancher au-dessus et donc on a mis ces IPN pour recréer un plancher au-dessus et que ce soit. Ok, je pensais que tu l'avais mis juste pour la déco. Bon, du coup, il est utile, mais c'est sympa. Ça délimite bien l'espace. Quand je suis venu, quand je l'ai prise la maison, il n'y avait que 5 chambres. On en a rajouté 2. Donc c'est pour ça que là-haut, en fait, on a rajouté 2 chambres, une au-dessus de celle-ci, une au-dessus de ça. C'est pour ça qu'il fallait créer un vrai plancher. Ouais. Et l'autre là-bas, il restait aussi un espace un peu vide qu'on pouvait récupérer. Et pareil, cette chambre, tu te démarques vachement des autres. Il n'y a pas beaucoup de cette chambre ici, et puis il y a beaucoup de groupes qui viennent aussi à Bali. Ouais, ça commence. Là, il y a une 8 chambres aussi qui est dans le secteur, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et souvent, quand tu veux trouver ce genre de villa avec beaucoup de chambres, tu dois t'éloigner. Et c'est ça qui est cool, c'est que nous, on est en plein centre. Ouais, là, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu es vraiment plein centre. On va parler un peu chiffres. Je pense qu'ils attendent que ça maintenant. T'as fait un deal de dingue ici. Ouais. En achetant, enfin, t'as pas acheté parce que tu loues, c'est du leasing, mais t'as vraiment fait un deal de dingue au départ. Explique-nous comment ça s'est fait. En fait, le prix ici, il était affiché avec un loyer de, je crois, c'était 220 millions, si mes souvenirs sont bons. Ça fait combien du coup en euros ? Ça fait environ 220 millions, ça doit faire dans les 14 000 euros. Et le but, c'était de limiter, en fait, de garder le cash flow, en fait. C'était d'augmenter, on va dire. Parce qu'en fait, pour expliquer aux gens, au début, ce que demande un propriétaire, c'est un paiement de 15 ans, 20 ans, 25 ans d'avance. Par exemple, il va te demander 25 ans de loyer d'avance. Voilà. Parfois c'est 5 ans, parfois c'est 10, parfois c'est plus. Effectivement, ceux qui lâchent 25 ans d'avance, en fait, c'est quand même dommage, tu vois. Tu te dis, bon. Et là, en fait, je l'ai tenté. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien te payer 2 ans, là, comme ça. Mais en fait, je vais avoir beaucoup de besoin, parce que la maison, elle était vraiment dans un sale état. Je vais avoir besoin de beaucoup d'argent quand même pour rénover tout ça. Et en fait, ce qui serait cool après, c'est même, je te paye chaque année, tu vois. Et en fait, on augmente le prix chaque année. Donc du coup, parce qu'en fait, il me donnait le prix du loyer. Je lui dis, waouh, c'est cher et tout. Bon, bref, la négo, tu vois. Il me dit, tu sais quoi, on va garder ton prix. On va juste commencer un peu plus bas. Je vais te payer 2 ans d'un coup, là, parce que si tu as besoin d'argent, je te paye 2 ans. Et après, en fait, on va garder ton prix et on va l'augmenter chaque année. Mais par contre, je te paierai que chaque année. Est-ce que ça te dit? Il dit, ouais, il faut que j'en parle à ma grand-mère et tout. Bon, bah, vas-y. Et il est revenu en disant, elle est banco. Je fais, on se rend compte que c'est un deal incroyable. Déjà, payer une maison moins de 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est déjà dingue. Le fait de payer juste 2 ans, c'est-à-dire qu'en fait, un exemple en France, tu fais un crédit vendeur. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis moins qu'un apport nécessaire pour ce bien, parce que le reste, en fait, c'est un crédit vendeur. C'est comme s'il payait un crédit chaque année. Voilà, sauf qu'il a fait un crédit au vendeur. C'est exactement ça. En fait, moi, malheureusement, j'ai quitté la France, je ne peux plus faire de crédit en France. Parce que le gros avantage de la France, c'est ça. Je ne l'ai plus. Un des seuls. Bon, après, c'est un choix, hein, tu fais ton choix. Tu t'enlèves aussi beaucoup de désavantages. Mais du coup, tu retrouves en fait cette façon de faire un crédit. En fait, c'est en fait finalement, je paye cette maison chaque année. Chaque année, en fait, à un moment donné, j'ai un loyer qui tombe. Donc ça t'a coûté au départ 30 000 euros. On pourra arrondir les loyers. Non, je l'ai négocié un peu en bas. Donc ouais, c'est ça. 30 000 euros. Et combien ça t'a coûté de travaux au total ? Et les travaux, ça m'a coûté c'était 3 milliards environ, un peu moins, et architecte compris, donc environ 180 000 euros. Ok. Ça, quoi. Tu les avais ces 180 000 parce que là, il faut les sortir en cash? Bah non, malheureusement. Alors en fait, j'ai découvert au fur et à mesure, j'avais un budget de départ qui s'est lourdement aggravé au fur et à mesure des travaux, parce que faut faire ça, faut faire ça en plus. Ouais, j'ai eu plein de découvertes. T'avais prévu combien au départ? Non, mais j'avais pas du tout prévu assez au départ. C'est pas 60 000 ou 70 000? Non, j'avais prévu. C'est pas que tu as prévu 60, c'est que tu as dit j'ai 60 et il faut que ça tienne dans 60. J'avais prévu 1,5 milliard. Ça fait environ 100 000 balles, c'est ce que j'avais. Mais non, en fait, ça a coûté le double. Et le truc, c'est que pas grave. En fait, cet endroit, il m'avait tellement fasciné. Je me suis dit, il faut que je l'aie.
peu importe, je trouverai les moyens après. Tu vois, comme on en parlait hier, comment. Ça, c'est vraiment le. Attends, faut faire une pause sur ça parce que c'est vraiment la mentalité à avoir quand tu entreprends un truc ou quand tu as un bien immobilier. C'est je prends ça. Ouais. Et comme là, moi, je suis en train de prendre un terrain et ici, je sais la maison que je vais faire derrière, mais pas exactement. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Tu sais, tu sens qu'il y a un truc et tu dis, je trouverai après derrière. La solution. Tu t'envoles et tu dis, je trouverai comment ouvrir le parachute plus tard. L'entrepreneur, c'est ça, il doit sauter à un moment donné parce que sinon, tu fais rien en fait. Et de toute façon, si tu reprends même l'histoire du bar, comment je l'ai acheté à Paris, c'était pareil, c'est que des coups de bluff de ouf. Et des sauts dans le vide. Et comme aujourd'hui encore, j'ai un truc là, c'est des sauts dans le vide. Souvent, c'est ça. En fait, t'as pas beaucoup de choix. Quand t'as pas beaucoup d'argent, t'es obligé de prendre du risque. Moi aujourd'hui, j'en fais pas ma spécialité, tu vois, mais je prends beaucoup de risques. Ma femme, elle est moi, pète un point. Bon, écoute, je te fais confiance, mais waouh! Et là, clairement. Du coup, là, t'avais pas cet argent? Pas du tout. Et comment t'as fait? Et bah là, on a commencé à interroger en fait dans notre entourage les amis, alors qui avaient commencé à nous regarder sur Instagram. On poste un petit peu, tu vois. Je suis pas en mode public, quoi, mais tous nos amis voient un peu ce qu'on fait sur Insta. On poste nos vidéos, ils voient notre vie, ils nous voient évoluer, on raconte. Et donc dans notre entourage, les gens peut-être ont commencé à nous faire confiance. Et donc on a pu demander de l'argent à certaines personnes, à des amis, en fait, en leur disant écoute, on a besoin de temps, moi je te les rembourse dans un an avec 10% de rentabilité. Donc je me suis dit c'est quand même pas mal, tu vois. Je me dis le PEA, le livret A, là, il est à je sais pas 3%. Ouais, il a aussi entre 0,75 et 3 suivant l'inflation. Bon bah tu vois là on proposait un meilleur rendement quoi. Et en gros si tu nous fais confiance, bah, tu nous prêtes genre 10 000 euros, 20 000 euros et on te rembourse 22 000 euros l'année prochaine. On avait assez confiance parce que la rentabilité de cette maison, elle est amenée à pouvoir rembourser ces dettes-là rapidement ensuite derrière. Mais c'est vrai que ça reste un risque. Demain, il y a un Covid-8, comment tu fais? Donc bon, mais bon, c'est un risque à prendre de leur part aussi, de la nôtre. Après voilà, moi Donc là, tu as fini tous les travaux il y a combien de temps? On a tout fini en décembre. Juste avant Noël, le but c'était d'ouvrir un peu. On a le coût total, en gros ça t'a fait 170 000 euros de travaux, 30 000 euros de leasing au départ, ça t'a coûté 200 000 à sortir. Ouais, c'est à peu près ça, 180 000 euros et ouais, c'est ça, et 25 000 euros de départ de loyer, donc environ 200 000, 210 000 euros. Et là chaque année t'as combien? T'as 14 000 euros de loyer à payer? Ouais, ça augmente d'un petit peu chaque année et je l'ai sur 20 ans. Le lease. Alors tiens, une question, je pense qu'il y en a qui peuvent se poser. Tu as mis beaucoup d'argent pour faire les travaux, tu as un leasing qui est année après année. Ouais. Et si le vendeur décide d'arrêter le contrat et de récupérer sa maison de suite, il peut? Écoute, c'est pas non plus. C'est quand même un pays qui a quand même certaines règles. Moi, j'ai fait un contrat chez le notaire est dans l'affaire, enfin, c'est le tiers de confiance. Donc, tu as plusieurs agreements qui sont possibles de faire ici. Tu as le sous-seing privé entre toi et moi, qui vaut pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Tu en as un autre, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en fait, moi j'ai fait le plus gros, c'est celui où tu as la tierce personne de confiance qui est le notaire, qui fait ce qu'on appelle les due diligence, qui va vérifier vraiment si le terrain n'est pas gagé, tu vois, si le propriétaire s'il n'a pas mis en hypothèque, si c'est bien son terrain, quelle taille, voilà, si c'est pas disputé entre des familles. Donc normalement ça a été fait. Ma notaire, j'ai extrêmement confiance en elle. Normalement le deal il est costaud. Après, s'il décide de cutter le contrat là cette année, parce que là il se retrouve avec une maison qui dégage beaucoup d'argent, on va en parler après. S'il décide d'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. Au bout d'un moment, voilà, c'est pour ça qu'il faut rentabiliser rapidement. C'est un peu ça. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu es un peu à la merci aussi des lois de ce pays. Et puis tu vas pas venir les discuter, c'est pas chez toi. Mais au bout d'un moment, voilà, tu viens prendre un risque. Bah, c'est aussi ça d'investir à l'étranger, c'est de prendre du risque. Donc, moi, je pense qu'il faut rapporter beaucoup d'argent, mais t'es pas à l'abri non plus que ça se retourne. Mais ouais, non mais attends, et en France, parlons-en, la fiscalité qui change toutes les 4 matins, bien sûr, pareil. Bien sûr. C'est pour ça que c'est bien de montrer aussi qu'il y a d'autres inconvénients aussi d'investir ici, c'est pas que tout beau, tout rose. Quand ça se passe bien, c'est cool. Si vraiment à un moment donné, comme tu dis, le gars commence à venir me chercher et me dire ah non, on arrête le contrat, ça va pas, il y a ça qui va pas, j'en sais rien. Bon, normalement c'est carré, mais il est et normalement le contrat prévoit quoi? S'il décide d'arrêter, il te devrait… Non, mais il y a pas, le contrat prévoit pas, il y a un contrat. Où c'est moi qui lui loue pendant tant de temps et qui est l'usufruit de l'endroit pendant Donc normalement, il n'y a aucune raison de prévu dans le contrat pour couper. Là, disons que si à un moment donné, on se retrouve au tribunal, d'accord, parce que je ne sais pour quelle raison, parce qu'il y a des tribunaux ici, c'est un pays développé, mine de rien quand même, j'ai un contrat à présenter. Donc si j'ai un juge en face, j'ai quand même quelque chose, c'est pas juste un bout de papier. Et le contrat, il est posé chez le notaire. Tu vois, c'est quand même…
ça a un certain poids, tu vois. D'accord. Je veux dire, il n'y a pas eu de sortie de prévue, de sortie qui dit voilà, j'ai le droit de couper le contrat, par exemple, avec un bail commercial, tu pourrais avoir le droit de couper un contrat avant, mais tu auras des pénalités à verser en disant voilà, j'ai le droit de couper le contrat en échange de 2 ans de loyer d'avance, la valeur locative, la valeur de la moitié de la maison. Tu vois, il y a quelque chose qui aurait pu être mis en place. Ouais, effectivement. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai une telle clause dedans? Je sais qu'il y a plein de clauses, mais il me semble pas avoir une clause comme ça. C'est un peu une clause ça qu'on a créée en France parce qu'il y a des trucs de taré qui se passent et au bout d'un moment, il y a trop de trucs parfois en France. Ici, on est un peu, on revient à la vraie vie, quoi. Donc ici, si tu veux signer un bien en 2 jours, en 3 jours, ça peut se faire. C'est ça. Hein. C'est très rapide. C'est clair. Et parce que du coup, on parle de rendement, mais vas-y, on va y aller. Non, on fait le tour de la maison encore. Allez, on va aller. On fait le tour encore de la maison. On va continuer. Une petite chambre peut-être. Donc là, ouais, dis-moi combien tu as de chambres ici. Toutes les chambres sont à l'étage? Toutes les chambres sont à l'étage, comme ça, comme 14 personnes, tu as toujours un qui a envie de boire un coup, qui est en bas, qui fait du bruit. On voulait que les gens soient un peu au calme. Donc là, tu en as une première chambre. Tu sais que je me rappelais plus, je les ai pas vues les chambres la fois dernière que je suis venu. Toutes décorées et tout, je les ai vues en travaux. Ouais. Voilà, avec chacune sa salle de bain. Elles sont bien. Hein. Toutes des, comment t'appelles ça, des suites avec leur salle. Juste l'espace qu'il faut. On a de belles photos. Non, j'ai pas encore mis les photos. Ouais. Cette semaine, ça arrive. Mais tu sais qu'il y a des guests qui s'en rendent pas compte. Je disais, mais je croyais que c'était voulu. C'est très cool. Je t'en prie si tu veux voir là. Oh, fallait me dire. Je fais dans tous les sens. Elle est très très belle. Donc là, tu as une belle hauteur sous plafond. Ouais. Elles sont toutes un peu, différentes. Là, tu en as une autre, la 4, si tu veux. Elles ont toutes la même taille? Plus ou moins. C'est toutes des lidos. Surélevée, tu as de l'espace rangement ici. Petit podium, là, on a un dressing qui est ouvert. Là-bas, on avait un dressing fermé. Il y a un style qui correspond. J'aime beaucoup les portes. Ouais. Il y a un style commun, on va dire, à chacune, mais il y a quand même tout un peu un style différent, quoi. Ouais. Généralement, quand les guests ils arrivent, ils se précipitent dans les chambres et pour choisir leur chambre. Ah non, je pense ça fait plus Touloum, hein, t'as vu? Ouais. C'est plus le style que tu vas avoir à Touloum où tu as un côté un peu méditerranéen. Ouais. C'est ce qui marche beaucoup maintenant à la mode. Ça, mais avec de l'influence un peu Mexique et ce type de bois. Tu vas avoir le bois sec comme ça. Je sais pas ce que c'est comme bois, très clair, fin. Ouais. Ça, à Touloum, c'est beaucoup comme ça, tu vois. Pour le flotter, c'est c'est pas le bois flotté. Ils appellent ça du caillou galam. Alors, caillou, ça veut dire bois, galam, flotté. Ici, à Touloum, ils ont beaucoup de petits arbres. Putain, si c'est ça, tu m'as fait découvrir quelque chose. Ça aussi, c'est pareil, hein, c'est le même bois. Ouais. Avec juste avec une plus grosse. On va voir la chambre là-bas, les murs. Ici, il y a beaucoup de bois, tu sais, très foncé. Ouais. Qui je trouve est un peu passé de mode. Alors que ce bois-là, tu vois, dans les nouvelles décos qu'ils font à Touloum et tout, c'est beaucoup pris. Et je trouve ça plus sympa. Et encore, j'aurais aimé plus le foncé. Non, normalement, je l'avais demandé plus foncé, un peu comme en bas, tu vois, les poteaux là. Mais finalement, il en est ressorti cette couleur un peu orangée. Très beau. Hein. Qui c'est qui a fait la déco? Nous, avec Cindy. Ah ouais? C'est vrai que Cindy, elle adore ça. Et donc, surface totale de la maison, 1000 mètres. En tout ouais, on doit avoir construit peut-être 800, 900 mètres carrés. Ok. On peut même plonger d'ici. Non, il ne faut pas plonger. Ah, on a le rooftop aussi. Ah, on a le rooftop. Parce qu'en fait... c'est pas comme si on avait déjà un peu annoncé sur le titre de la vidéo, tu vois. Comme c'est une villa qui n'a pas de jardin en soi, tu vois, le jardin il est en bas, il y a toute une languette qui parcourt la villa sur tout le long. Ouais. Il fallait quand même un espace extérieur, je voulais un espace quand même où les gens pouvaient bronzer. Et ça, clairement, on l'a créé. Avant, il y avait juste des petites parcelles, machin, mais on l'a vraiment créé entièrement. Okay. Et là, clairement, c'est vraiment cool. Tu peux venir regarder le sunset le soir. Magnifique. Magnifique. Hein? Boire un petit verre de vin, bière, boire de Coca-Cola. 12. Regarde, là, c'est super. Là, on a créé vraiment ça. Le sunset, il est là-bas, tous les soirs. Parfois il est beau, parfois il est magnifique, mais il est au moins beau. Ils ont bien fait les choses, ça fait service hôtelier. Mine de rien, ça a son petit effet, ça. Cindy qui a fait ça. Ouais, c'est bien. J'ai là, comme tu peux voir, on a des petits travaux d'entretien quand même. Là, on est quand même encore en train de finir. Tu vois, la villa, elle est quand même assez grande. On a plein de toits plats. On a quand même eu des problèmes d'étanchéité. Ouais. Là, on est en train de notamment d'en reprendre un. De toute façon, dans une maison, tu as toujours des trucs à faire. Toujours. Et là, comme il n'y avait pas de guests et on en profite ensemble, là, on en profite pour faire ces travaux-là. Tu vois, c'est cette terrasse que j'ai refaite entièrement. Entièrement.
Bon, ces chiffres. Ces chiffres. On y va, dis-nous, alors à partir de quand elle a commencé à être louée, cette maison? On a ouvert juste avant Noël. On a ouvert le 20 décembre. Ah, donc là, on te fait la vidéo, on est fin avril, quoi, quasiment Voilà. début mai. Et on avait dû ouvrir le calendrier Airbnb, on a dû l'ouvrir le 15 décembre. Ok. Et franchement, c'est parti, mais super bien, assez vite. Ouais, déjà, Noël, c'est grosse saison ici. Alors Noël, on a eu personne. Mais après, Ouais. par contre, Nouvel An et tout le mois de janvier, c'est un truc de dingue. C'est parti 100%. Combien tu loues la nuit ici? Au début, on l'avait mise à 700 $ la nuit. Ouais. Et là, le but, c'était d'arriver à un prix moyen, de 1000 $. Et on était. Ça fait 900 € à peu près, hein, si tu n'as pas la ouais. conversion en tête. Et on était. On a vendu des nuits à 1700 $ là. Ouais, c'est. 1700. Ouais. T'imagines que c'est quasiment ce que je loue ma villa sur la Côte d'Azur. Pour le même prix d'Invest. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Quoi. Mais une villa qui vaut 2,8 millions à peu près, je la loue entre 2000 et 2005 l'été. Ouais. L'été. T'imagines? Non, mais 1007. mais moi, j'en suis étonné. Hein. Je t'avoue que j'avais pas ça en tête. Ils l'ont tenté. Alors, ces guests-là, quand ils vont venir, on va devoir bien s'en occuper quand même. Parce qu'ils Ouais, vont quand tu même mets du payer. service en face et tout. Ouais, mais du service. Bon, après, là, le service est déjà en place, mais on va rajouter des trucs. Quoi. C'est un peu stressant quand même, mine de rien. Les mecs, ils viennent, je crois qu'ils prennent 5 jours, ils ont payé 10 000 €, tu vois. 5 jours. Enfin, tu te dis, waouh. C'est quasiment le loyer annuel. Non, c'est pour ça. Là, je pense que voilà, mes investisseurs, et si vous regardez cette vidéo, on va devoir pouvoir normalement vous rembourser. Ils vont demander 12%. Demandez 12% les gars, franchement. Non, mais après, j'ai beaucoup emprunté. Mine de rien, j'ai beaucoup. J'ai même pas envie de faire les calculs de combien j'ai emprunté. J'ai quand même beaucoup emprunté. Ouais. Et là, donc là, tu as rentré combien de chiffre d'affaires depuis décembre que tu as créé la maison à fin avril? Ouais, non, attends, laisse-moi le calculer. Si je prends mon tel, je te le dis exactement. Vas-y. Tu veux? Attends, je cherche les accès de trucs. Attends, hop. Il y a une résa, tiens, qui vient de tomber. C'est en novembre. 3 au 9 novembre. Ça fait quoi? 6 jours? Combien? 5 892. 6 000 $ pour 5 jours? Pour 6 jours? C'est ça, 6, ouais, du 3 au 9, c'est 6. J'y crois pas, je veux voir. Jusqu'à fin avril, normalement, ça devrait tourner autour des 60 000 $. 60 000 $. C'était plus que tes estimations ou moins? Alors, malheureusement, quand je fais des estimations, je me pose vraiment. Non, malheureusement, ça match un peu. Ouais. Et en fait, Malheureusement. parce que je suis toujours gourmand en fait quand je fais mes estimations. Et du coup, après, quand on les arrive, je suis non merde, j'aurais peut-être dû être moins gourmand, comme ça j'aurais eu une meilleure surprise. Mais non, du coup, ça Moi, match. je fais toujours l'inverse. Oui, Je je dépasse sais, toujours mais- mes estimes, mais. Non, parce que moi, j'ai beaucoup à rembourser, donc j'avais besoin d'être Ouais, optimiste. ça, c'est tu pas vois. des estimes, c'est des rêves en fait, des C'est des espoirs. rêves, voilà. Et donc les rêves deviennent réalité parce que tu les visualises. Mais Donc là, ça colle avec tes rêves de ça départ. colle, ouais, ça colle un peu. Alors après, il faut que ça continue. C'est surtout cet été là où j'ai hâte de voir comment ça va être. Ouais, parce que là, ici, la pleine saison, c'est l'été. C'est, ouais. Juin jusqu'à décembre. Ouais. Enfin, pardon, juin jusqu'à septembre. Ouais. Après, tu as Haute saison. décembre aussi qui est assez haut. Toute l'Europe est en vacances, donc Ouais. elle arrive. Et ouais, donc là, juin, juillet, août, T'espères faire septembre. combien cet été? Franchement, j'espère, si on est à 1005 par mois, enfin 1005 la nuit en moyenne, et qu'on n'est peut-être pas à 100%, j'en sais rien, mais au moins faire, je sais pas 30 000 $ le mois, peut-être un peu plus. Imagine ma villa, je la propose à la loc à 40 000 le mois. Ouais, bah ça se trouve, je vais les faire en fait. Mais elle m'a coûté 10 fois plus. Après, t'es propriétaire à vie, mais Je suis propriétaire, enfin la banque est proprio. pour le moment. Presque à vie, Ouais. à un taux d'un 25, mais ça va. Ah ouais, c'est un beau taux ça. Ouais, c'était le bon moment. Et donc, elle est pas tes rêves, mais vraiment le finalité avec ce que tu vois que la maison peut rapporter, sachant qu'on est au début, hein, c'est qu'au début, il faut Ouais. que ça prenne sur Airbnb, Ouais. il faut qu'il y ait l'inertie des réservations qui arrivent. Ouais. Combien t'espères faire de chiffre d'affaires dans une année? Et combien ça te coûte de frais au total dans l'année? Alors l'objectif de chiffre d'affaires, on va dire, j'aimerais bien atteindre 180 000 $. Sachant que c'est ce que t'a coûté les travaux et le leasing. Quasiment, ça t'a coûté 200 000, 210 000. Voilà, donc on sera sur une belle renta. Ouais. Après, c'est vrai que ça me coûte aussi. Et ça, j'ai pas calculé. je sais pas, putain. T'es bon pour gérer des travaux. Mais on avait une vidéo de prévue aujourd'hui. Hein, ça fait quand même un moment qu'on l'a prévu. Ça fait 1 heure qu'on coupe la vidéo. Il dit, attends, ça j'ai pas les chiffres, faut que j'aille voir. Ah, ça j'ai pas les chiffres. Ouais, c'est pas bien. Hein Surtout que je sais que t'es Non, chiffre, c'est toi. pas- non, moi je suis pas chiffre du tout. Moi. Je suis pas chiffre. Je suis pas- Laisse tomber. Alors attends. je Eux vais non essayer plus, ils de sont pas chiffres du tout. Hein. Je vais essayer de calculer rapidos les salaires. Attends,
On va dire, voilà, c'est ça. Ah, ok. Attends, sérieux? C'est combien? C'est les coups d'élec? Ouais, ça Combien? paraît. Il me dit 400 000, 30 balles. Enfin, il me dit 30 balles par mois, par jour. Attends. Au match. Alors finalement, oublie le titre de la vidéo, la villa rapporte 500 € par mois. Mais en plus, c'est moi qui paye, mais c'est qu'en fait, je fais des virements, mais je me rends pas compte. Alors attends, ça fait combien 400. Qui c'est qui crie là? Utilisation. Ouais, bon, c'est cher. Combien? 25 millions par mois. C'est quoi? Ça fait 300, 400, non, 600 € par mois? Non mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit de la merde. Qu'est tout? No. Cannot be so much. Là, il est encore dans le déni, tu vois. Désolé pour cette partie qui est pourtant importante. Ça fait juste 30 minutes qu'on cherche les chiffres. Donc, je parle souvent des profils de couleurs. D'ailleurs, j'ai fait un réel sur Insta il n'y a pas longtemps, c'est sur les profils, intelligence émotionnelle, etc. On en parlait au resto hier. Et toi, tu es un jaune rouge, c'est-à-dire créatif, émotionnel. Tu vois, pour foncer sur un truc, il s'en fout, il va foncer, pas de problème. Par contre, pour retenir les chiffres, etc., pas du tout. Et donc, ce qu'il me disait, c'était que pour le bar, il s'est associé avec un mec qui était bleu, prudent, analyste, quelqu'un qui fonctionne en statistiques et en chiffres. Ouais. Et ça, c'est parfait pour une association. Il faut un entrepreneur, il a plus besoin d'être jaune et rouge, pardon, que d'être bleu. Ouais. Un bleu, c'est pas un entrepreneur. C'est un suiveur, ça va être un bon analyste, un calculateur, mais c'est pas un vrai entrepreneur. Un jaune rouge entrepreneur, mais il a très vite besoin de s'entourer des mecs qui sont bleus, donc qui sont prudents. Sinon, il peut vite partir en cacahuète. Quand tu as un truc hyper rentable, tu t'en fiches de calculer les chiffres. Quand tu as des trucs qui sont à la limite du rentable, par exemple comme ton bar, tu calcules mal tes coûts, tu calcules mal tes stocks, tu passes de rentable à pas rentable. C'est ça, effectivement. Mais tu avais un associé qui gérait ça. Ouais, sur la part. Toi, tu faisais la partie clientèle. C'est pour ça que quand on est passé plus gros et que j'ai fait, moi sur le bar, le petit bar, j'étais tout seul et ça passait parce que bon, j'arrivais à le gérer. Mais j'aurais pu faire mieux pourtant. Et quand je me suis mis sur cette grosse partie sur lesquelles, quand on était avec mon associé, là par contre, c'est clair que j'avais besoin de lui. Mais vraiment. Lui, il allait vraiment calculer parfaitement et savoir exactement. Donc maintenant qu'on a calculé les chiffres, allons-y. On a coût fixe. Alors, coût fixe de la maison, tu as les salaires. Les salaires, ça veut dire les artisans qui entretiennent, jardiniers, piscinistes, d'autres personnes. Voilà, toutes les femmes de ménage, etc. C'est ça. D'accord, donc tout ça, frais fixe. Voilà. Électricité. On calculait, on disait qu'on était à 20 € par jour loué à peu près, en moyenne. Environ. Voilà. Ouais. On n'a pas de coup d'eau ici, tu me disais que l'eau était gratuite. On a un puits, on la puise dans le sol. D'accord. Dans les frais fixes, tu as quoi? Tu as une taxe de Banjar aussi, c'est taxe de quartier. Banjar, ils ne demandent pas énorme. Je ne pourrais pas dire vraiment, ils demandent 200 000 par mois. Tu vois, c'est 30 €, 50 € par mois, c'est dérisoire. Maximum. D'accord. Donc du coup, on reprend tout, parce que c'est le comptable qui gère Chris, c'est pas du tout sa partie. Les chiffres, on a essayé depuis une demi-heure, j'en peux plus. Donc on reprend. Au total, ce qu'on a dit, on a à peu près 2000 € par mois de frais fixes. Ça comprend les salaires, ça comprend une petite taxe qu'on appelle la taxe du Banjar. C'est une taxe de quartier que tu as payée, c'est 30-50 € par mois à peu près, donc c'est quelque chose qui est dérisoire. On a l'électricité qui est environ 20 € par jour. On a l'eau qui est gratuite, ce qu'ils la prennent directement dans le puits. Donc en gros, tout confondu, on est à peu près à 2000 $ par mois de frais fixes. Quoi qu'il arrive, il a 2000 $. Ensuite, l'électricité c'est un peu variable, mais on a à peu près 2000 $. Ouais. On a ensuite commission d'agence qui est de 9%. Normalement, elle est plutôt entre 15 et 18% ici à Bali, voire même 20%. Et comme il s'occupe de beaucoup de choses, c'est lui qui va s'occuper de la gestion des travaux, de la gestion des factures, de payer des choses, etc. Il a négocié avec l'agence. Il est à 9%, ce qui fait à peu près 16 000 € par an sur les prévisions de 180 000 € de loyer. 16 000 € par an de commission d'agence. Il y a une taxe aussi qui s'appelle, c'est une taxe hôtelière, l'équivalent d'une TVA hôtelière, qui est de 10% sur le chiffre d'affaires. Donc là, sur 180 000 € de prévu, il aurait 10% à payer en taxe hôtelière, ce qui correspond à 18 000 €. Ensuite, tu as aussi la fiscalité qui s'applique. Alors ici, tu as ce qu'on appelle une PT-PMA, qui est une société, un peu comme une SARL ou une SAS que tu aurais chez nous en France. Normalement, la fiscalité, les 3 premières années, tu as 0,5% de ton chiffre d'affaires à payer. Donc, ce n'est pas sur le bénéfice, c'est sur le chiffre d'affaires. C'est les 3 premières années. C'est un peu comme avoir l'ACRE en France, on va dire. Tu as des aides qui te permettent d'avoir très peu de taxes les 3 premières années. Et après, tu as un impôt sur les sociétés qui s'applique directement sur le bénéfice, qui est à 10 ou 11%, quelque chose comme ça. Je n'ai plus le détail en tête, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas occupé. Mais ça tourne à peu près à ça. Donc là, aujourd'hui, dans le cas où il a 10% de taxes hôtelières à payer, plus ensuite, il a 0,5% de son chiffre d'affaires à payer sur le chiffre d'affaires global. Donc grosso modo, ça nous fait combien, on a dit? Et le loyer. Et le loyer de la maison. Le loyer, ouais. Le loyer qui est à 14 000 € aujourd'hui, 14 000 $, et qui va monter petit à petit, 14 500, 15 000 $ dans les années à venir. Donc là, on a fait les calculs. Au total, on est à 74 000
petite partie de frais fixes, grosse partie de frais variables, donc qui vont varier en fonction de son chiffre d'affaires. Donc là, si jamais on part du point de vue qu'on a 180 000 € de chiffre d'affaires cette année, on va avoir 72 000 € de frais, vraiment tout confondu. Ça veut dire qu'on a à peu près 10 à 11 000 $ par mois, net de tout, d'impôts, de taxes, de salaires, de tout. Ouais, environ 10 000 $, c'est ça. Donc ça fait, on a dit 100, 120, 110 000 à peu près dollars par an, sur un coût de 200 000 $, 200-210 000 $ à peu près. Ça veut dire que tu es à peu près à 45-50% de rendement. Rentabilité. Net. Ouais. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est cool. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu dois rembourser tes investisseurs. Et voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as 1 an et demi, 2 ans où j'ai pas d'argent. Où tu n'as pas d'argent. C'est ça, où je rembourse. Mais tu n'en as pas beaucoup sorti au départ. Toi, tu en as mis un peu de ta poche, mais la majorité vient j'ai tout mis, moi. J'ai tout mis, mais effectivement, là en ce moment, c'est voilà, faut faire gaffe, quoi. Ouais. C'est pour ça que je peux pas la Ibiza. Mais dans un an, après le bull run et après avoir remboursé les investisseurs, normalement, ça sera comme ça. Après, voilà, je te suis. Bon, bah c'est cool. Écoute, moi j'étais content de te faire cette vidéo. C'est bien, on a pu aborder plein de trucs. Ça fait un moment que je dis que voilà, avec la vie que tu as eue, il y a plein de gens qui peuvent s'apparenter en fait à toi parce que toi tu as des enfants, parce que tu fais un peu la France, un peu ici, parce que tu es parti de rien et tu commences à avoir des contraintes en France. Tu as vraiment une vie qui peut correspondre à plein de monde. Et puis, tu as 40 ans, hein. Tu as aussi des gens qui vont. Troisième fois. Non, j'avais pas dit le chiffre tout à l'heure. Il l'a dit, troisième fois. Là, il part de là. Il fallait que je le dise. Allez, voilà. Mais attends, regarde, à 40 ans, tout le monde espérait être comme toi. Non, mais c'est cool parce que, mine de rien. Moi, si à 40 ans, je suis comme lui, je suis content. Hein. J'espère que tu auras plus. Non, ouais, j'approche. Tu auras plus d'argent. Non, mais c'est cool. Même mes potes, hein, j'ai des potes qui captent pas la vie que j'ai, donc au moins, peut-être que je pourrais leur envoyer la vidéo. On fera ça pour les potes. Et tiens, juste avant de finir, t'as un autre projet là en cours en ce moment? Ouais, c'est vraiment du peut-être. On ne rentre pas dans les détails. Peut-être un projet de restauration. Peut-être un projet de restauration sur Bali, voilà, très bien placé, avec vue sur l'océan. Écoute, il n'y a rien qui est fait, ça peut du jour au lendemain capoter, comme ça peut du jour au lendemain partir et se faire, et là, ce serait un truc de dingue. Vraiment. Tu chercherais des associés, des invests ou des gens de la restauration pour faire ça ou pas? En ce moment, je cherche des investisseurs pour le coup. Mais là, il faut que je donne les réponses là, dans les jours à venir, donc c'est un peu tendu. Ça sera peut-être trop tard quand on publiera la vidéo. Mais... Ouais, peut-être. Ou alors j'aurais vraiment… Si jamais tu es un investisseur et que peut-être dans la restauration à Bali ou investir dans un gros projet, ça t'intéresse. Mais ce que je veux, c'est que… On mettra l'Insta de… T'es en privé sur ton Insta, je crois, non? Ouais, je suis en privé, mais je donnerai un autre Insta. On mettra dans la gestion de la villa, par exemple. Mais le but, c'est de ne pas avoir trop d'investisseurs. Justement, c'est de ne pas se faire phagocyter non plus l'endroit par l'investisseur, qui soit intéressé par la restauration et pas uniquement par l'apport financier, parce que l'endroit sera exceptionnel. Enfin, l'endroit serait exceptionnel, je parle au conditionnel, serait exceptionnel et vraiment c'est une superbe carte de visite même pour un investisseur. Je confirme, il serait exceptionnel. Ouais, il a vu l'endroit. Donc bon, mais proche de la vue, de ce que je veux, de la maison que je veux faire aussi sur les falaises, si tu as suivi un peu le projet. Bon, on verra. Bon, poulet, j'étais très content non, mais avec plaisir. de faire cette vidéo, c'est cool. Ça va, c'est pas trop. On est resté assez calme, hein, c'est sérieux. Finalement, ouais. On aurait pu faire. Nous, en dehors de la vidéo, c'est un bordel. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est cool. Écoute, comme quoi, c'est être sérieux. Ouais, j'espère que ça t'a plu. Tu vois, il regardait mes vidéos il y a 4-5 ans, 5 ans, on va dire. Et puis, de ma formation à autre chose, il en est venu ici. J'espère que toi, dans 3-5 ans, on te retrouvera ici à Bali avec plein d'investissements IMO et peut-être que je ferai une vidéo avec toi aussi, on ira boire des coups et manger le soir ensemble. Je t'ai regardé avec ta coconut dans la piscine, ça je me rappelle. Ouais, tu prenais ta coconut. C'était Lolo qui était derrière, t'imagines? C'était toi qui étais dans la cam et là t'es derrière, t'imagines hein? C'est ça. Oh, ça me fait pleurer, il y a un roulement, il y a quelque chose. Moi je kiffe le faire, j'ai toujours une pensée à toi quand j'ai ma coconut dans la piscine. Tu vois, voilà. Excellent. Moi aussi. Bon, tu me diras dans les commentaires si t'as kiffé cette vidéo, t'as kiffé Chris, de voir un autre profil, tu vois, quelqu'un qui puisse te parler un peu d'autre chose que ce dont je te parle d'habitude. Et voilà, et puis si t'as des questions aussi à Chris, que ce soit sur sa maison, son projet, l'immobilier, sa vie ici, les écoles, les enfants, bon, il a autre chose à faire, il a un métier. Mais il nous donnera quelques réponses et j'essaierai de te répondre dans les commentaires, on te donnera un maximum de réponses. Ok? Donc dis-nous dans les commentaires et ça nous fera plaisir. Bref, passe une très bonne journée et puis au plaisir de te voir ici à Bali très bientôt. Ciao. Allez, salut. Les gars. Ciao. Ce mec est de mots. Ouais. 4 heures de vidéo, j'en peux plus de toi, je te supporte plus.
l'ai acheté. Putain, non, merde, ça me rappelle plus. Réfléchis, vas-y. Attends. Parce que tu rigoles, mais tu sais, quand tu me parles du mec. Tu me filmes pas là? Si, si. Non, mais ça.